Je vais donc parler aujourd'hui de la Mésopotamie. La Mésopotamie, civilisation ancienne et méconnue. Et bien sûr, je vais essayer, durant tout cet exposé, de justifier les deux adjectifs que j'ai choisis pour qualifier cette civilisation mésopotamienne. Civilisation ancienne et méconnue, ancienne en effet, on peut dire que c'est en Mésopotamie que, pour la première fois, on a mis au point des techniques d'agriculture, des techniques d'irrigation, que l'on a mis au point la première charrue, que l'on a mis au point les premières villes, que l'on a vu apparaître les premières formes d'organisation politique. C'est là aussi que l'on a mis au point la première écriture. Alors, pour un certain nombre de ces éléments, on pourrait dire qu'en Égypte, il y a eu aussi, à peu près simultanément, des expérimentations du même genre. Par exemple, pour l'écriture, elle naît en Mésopotamie à la fin du quatrième millénaire, donc vers 3300 avant Jésus-Christ. Elle naît en Égypte à peu près à la même époque, si on parle des formes primitives de l'écriture. Mais force est de constater que l'écriture égyptienne hiéroglyphique n'existe plus depuis très longtemps, alors que l'écriture mésopotamienne cunéiforme a évolué, a beaucoup évolué au fil du temps, mais que, comme on le verra, on peut considérer qu'elle existe toujours, ou tout au moins qu'elle est encore utilisée sous une forme très transformée. C'est une civilisation qui est donc très ancienne. C'est aussi une civilisation qui est largement méconnue. Elle est méconnue parce que, par exemple, les matériaux qui ont été employés pour bâtir les édifices, ces matériaux-là, ce sont les matériaux locaux, c'est-à-dire essentiellement de la terre cuite ou de la terre crue. Et ce sont des matériaux qui n'ont absolument pas la résistance de la pierre utilisée, par exemple, en Égypte pour bâtir les pyramides. Ce que vous voyez sur la photographie, c'est ce qui reste de la ziggourate de Babylone. J'expliquerai ce qu'est une ziggourate, mais la ziggourate de Babylone, vous voyez, est réduite à presque rien. Les palmiers vous donnent une idée de la taille des vestiges, mais si on cherche à imaginer ce que pouvait être la ziggourate de Babylone, nous avons des textes qui nous la décrivent et qui nous en donnent les mesures exactement, eh bien voilà ce que l'on peut dire. Voilà un dessin qui illustre le caractère monumental de ce bâtiment. Et vous voyez à gauche, à la même échelle, la pyramide du Louvre. Cela vous donne donc une idée de ce que c'est que cette ziggourate de Babylone, et donc une idée aussi de ce qu'ont été les monuments mésopotamiens qui, aujourd'hui, n'existent plus vraiment, ou n'existent plus qu'à l'état parfois de vestiges assez, assez peu impressionnants. Les expositions d'archéologie mésopotamienne, comme par exemple celle qui a été organisée il y a quelques années au Louvre-Lens et dont vous avez là l'affiche, ces expositions d'archéologie mésopotamienne, bien souvent, nous montrent des objets de petite taille, même quand il s'agit de statues. La statue, vous avez là, qui est la statue d'Ebi-Il. Nous verrons que c'est une statue de taille fort modeste. Des objets qui, bien souvent, sont cassés, et même quand il s'agit de tablettes comportant une écriture, vous avez en arrière-plan de cette photographie une tablette inscrite, des tablettes cassées sont monnaie courante. Il est assez rare qu'on ait une tablette entière. Et donc, tout cela a nuit beaucoup à la diffusion de la connaissance sur la Mésopotamie, euh, non pas auprès des spécialistes, sans doute pas, mais vraiment auprès on pourrait dire du public cultivé, auprès du grand public. C'est une civilisation qui, par ailleurs, est une civilisation menacée. On a vu cela ces derniers temps, lorsque l'espace occupé par la civilisation mésopotamienne est devenu, depuis 3 ou 4 décennies, est devenu un champ de bataille. Un champ de bataille où l'on a vu, c'est inévitable durant les batailles, on a vu des destructions certes peut-être pas délibérées, comme par exemple le musée de Bagdad en 2003, ou parfois, et c'est le cas dans la période la plus récente, en 2015, en 2016, la destruction délibérée du musée de Mossoul. Alors quand je dis le musée de Mossoul, c'est le contenu du musée de Mossoul, évidemment, qui a été saccagé délibérément. Donc une civilisation menacée dans ses
dans ces vestiges, des vestiges qui par ailleurs ne sont pas toujours aussi impressionnants que ceux que d'autres civilisations ont pu laisser. Alors j'ai parlé de l'espace occupé par la Mésopotamie, c'est peut-être le moment de décrire un petit peu justement cet espace et de revenir sur la signification du nom Mésopotamie. Mésopotamie, cela signifie le pays des deux fleuves, le pays entre les fleuves. C'est une expression qui est d'origine grecque, donc étrangère pour cet espace mésopotamien, et c'est une expression qui date de l'époque où les Grecs sont arrivés dans l'espace mésopotamien, c'est-à-dire au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une expression très tardive, étrangère et très tardive. Le terme de Mésopotamie désigne traditionnellement la partie irakienne de la vallée des deux fleuves Euphrate et Tigre, à quoi on ajoutera souvent la haute vallée de ces deux fleuves, qui constitue la partie orientale du territoire de l'actuelle Syrie, ce qu'on appelle la Syro-Mésopotamie. Nous verrons qu'au fil du temps, certains empires mésopotamiens se sont étendus jusqu'au bord de la Méditerranée, du côté d'Oudarite, et même parfois sur le Liban, et même, on verra parfois aussi, sur l'Égypte. Donc un espace au contour indéterminé, au contour assez flou. Disons que pour introduire un petit peu d'ordre dans les connaissances et pour essayer de baliser un petit peu ce terrain, on peut prononcer quelques noms, quelques mots. Par exemple, le nom de Sumer. Le mot de Sumer ne désigne pas une localité en particulier. Les localités dans le pays de Sumer, ce sont des localités comme Girsou, comme Lagash, comme Larsa, comme Uruk. Nous parlerons évidemment de ces villes-là. Ce sont des villes qui aujourd'hui sont situées assez loin de la mer, assez loin du golfe Persique, mais il faut imaginer que dans la haute antiquité, le golfe Persique était plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui, et que ces villes de Lagash ou de Larsa se situaient non loin de la mer, il y a 30 ou 40 siècles. Donc le pays de Sumer. Au nord du pays de Sumer, nous trouvons le pays d'Akkad. Alors Akkad n'est pas exactement le nom d'une ville, le nom d'une bourgade, mais c'est le nom de la région dans laquelle se trouvent des localités dont nous aurons l'occasion de parler, la plus significative, la plus importante étant la ville de Babylone. Sumer et Akkad constituent ce qu'il est convenu d'appeler, pour les spécialistes, la basse Mésopotamie. À la basse Mésopotamie, on peut ajouter une haute Mésopotamie si on remonte les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Et cette haute Mésopotamie est souvent désignée du nom d'Assur. Assur, d'où vient Assyrie par exemple. Assur qui est à la fois le nom d'une ville et le nom de la région. Cette ville n'a pas été à proprement parler la capitale d'une construction politique importante englobant cette région. C'est beaucoup plus le cas de villes comme Ninive, par exemple, ou bien Dur-Sharrukin, c'est la capitale de Sargon II. Haute Mésopotamie et Basse Mésopotamie, nous avons donc l'ensemble mésopotamien qui coïncide à peu près avec le territoire de l'Irak d'aujourd'hui. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, il faut ajouter la Syro-Mésopotamie avec des localités qui ont une certaine importance dans la connaissance de l'archéologie mésopotamienne. Ainsi, dans la haute vallée de l'Euphrate, le site de Mari, qui a été fouillé par des archéologues français depuis le début du XXe siècle et qui nous a apporté un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments importants. Alors voilà donc balisé à très grands traits cet espace mésopotamien qui, comme on le voit, est situé à l'ouest du vaste espace iranien ou perse, comme on le dit aussi en France, et qui se situe aussi à l'est de ces zones désertiques qui coïncident aujourd'hui avec les territoires de la Syrie ou de la Jordanie. Donc, un espace mésopotamien coincé, si on peut dire, entre le désert et l'espace iranien, l'espace montagneux iranien, avec cette échappée vers la mer Méditerranée que constitue la Syrie-Mésopotamie. Comment présenter, comment parler, comment comprendre la civilisation mésopotamienne, l'histoire de cette civilisation si ancienne? Il y a un certain nombre de difficultés complexes. Comment montrer aussi les objets, les œuvres qui proviennent de cet espace? C'est assez compliqué et de ce point de vue, on peut comparer avec la situation de l'Égypte et des études égyptiennes.
Considérons le cas de Champollion. Vous savez que Champollion, au début du 19e siècle, réussit à reconstituer, avec d'autres, mais enfin, il est peut-être visible, disons, il réussit à reconstituer le système d'écriture hiéroglyphique. Et donc, d'une certaine manière, il ressuscite la civilisation égyptienne. Mais Champollion a aussi été, en dehors d'être ce grand savant, justement connu, il a aussi été le premier directeur, et même le fondateur, du musée égyptien du Louvre. Et donc, s'est posé à lui cette question: comment présenter la civilisation égyptienne, comment présenter les objets, les témoignages, les œuvres que l'Égypte ancienne nous a léguées. Et pour répondre à cette question, face à ce problème, Champollion a considéré qu'il convenait en fait d'apporter deux réponses, et pas une seule. D'une part, une première présentation décrit les différentes composantes culturelles de la civilisation, c'est-à-dire les dieux, les techniques, les habitats, et d'autre part, une deuxième description montre les évolutions, les étapes, les transformations historiques et chronologiques. En somme. Donc une approche, on pourrait dire thématique, et une approche chronologique sont à la fois inévitables, indispensables et indissociables. Dans l'esprit de Champollion, c'est comme ça qu'il organise le musée égyptien du Louvre, qui est encore organisé de cette façon-là aujourd'hui, quand on regarde bien. Eh bien, très immodestement, je procéderai de la même façon pour la Mésopotamie. Je montrerai donc dans un premier temps les éléments de cohésion de cette civilisation ancienne et méconnue, parce que ces éléments de cohésion sont quand même une réalité importante. Et je continuerai ensuite en soulignant de façon simplifiée la chronologie de cette histoire plurimillénaire. Alors, nous allons commencer par premier élément de cohésion, donc ce que l'on appelle en grec, et en grec d'aujourd'hui, bien plus qu'en grec ancien, l'économie. Une économie pionnière. C'est dans cette région que l'on a élaboré, en effet, les formes, disons, modernes, en quelque sorte, d'économie. C'est une économie de production fondée sur l'agriculture et l'élevage. Ce qui a complété et remplacé peu à peu l'économie de prédation fondée sur la chasse et la cueillette qui remonte à des époques beaucoup plus anciennes. C'est dans cette plaine alluviale des deux fleuves, donc du Tigre et de l'Euphrate, que se sont développées les techniques agricoles, et en commençant d'ailleurs par les techniques d'irrigation. La particularité de la Mésopotamie, et là aussi c'est un point commun peut-être avec l'Égypte, c'est que le territoire coïncide avec les vallées des fleuves, donc qui apportent de l'eau, mais ce territoire est en quelque sorte enchâssé dans un espace désertique, un espace semi-aride, un espace presque aride même, et donc les fleuves apportent l'eau, la source de vie. Et donc très précocement, les hommes ont été amenés à essayer de contrôler, de maîtriser la circulation de l'eau. Les archéologues datent les premiers canaux d'irrigation, les premiers efforts d'irrigation, ils datent cela donc du 7e millénaire avant notre ère. À partir du 3e millénaire, on croise en Mésopotamie des animaux domestiques avec des animaux sauvages afin d'essayer d'améliorer les espèces, donc agriculture et élevage. Et la Mésopotamie a pu ainsi entrer dans cette forme économique que j'évoquais tout à l'heure de production et d'échange. Alors, le premier objet qui peut nous permettre d'évoquer cela, c'est un objet très modeste. Ce sont des grains d'orge carbonisés qui ont été découverts sur le site de Larsa et qui ont été datés par les moyens les plus sophistiqués, en l'occurrence une datation par radiocarbone. Et on propose donc une date, vous voyez, très ancienne pour ces grains d'orge, donc carbonisés, mis au jour par les équipes d'André Parrot sur le territoire de Larsa. Alors, c'est extrêmement modeste, mais cela nous permet de rappeler, bien entendu, l'importance des céréales dans l'agriculture. L'agriculture, c'est la culture des céréales, des plantes à graines comestibles, et l'importance de l'orge dans l'alimentation des populations, dans les périodes les plus anciennes, et d'ailleurs encore partiellement aujourd'hui.
Un autre objet très significatif, quoique modeste, c'est une tablette donc écrite en écriture cunéiforme, nous en parlerons tout à l'heure, une tablette qui comporte un texte qui est en fait une liste d'ouvriers agricoles qui travaillent dans des champs, donc dans la région de Douma, et le scribe énumère les ouvriers qui sont employés, énumère la rétribution qu'on va leur verser. On comprend que ces ouvriers sont des journaliers, ce sont des travailleurs qui n'ont pas, comment dire aujourd'hui, de CDI, n'est-ce pas? Et ce sont des journaliers qui participent donc à la récolte de l'orge qui va être mis en sac et puis chargé sur les bateaux qui vont mener par les canaux jusqu'à Oumma. Il y a des listes de ce genre qui sont établies et qui ont été conservées dans des domaines divers, comme par exemple la coupe des roseaux ou bien alors le battage des céréales. Ce qui est frappant dans cette tablette, outre ce que je viens de dire, c'est qu'elle est précisément datée, vous voyez, de la 4e année du règne d'Amarcine, ce qui nous donne donc l'année 2043 avant Jésus-Christ. Troisième document, troisième objet, j'ai annoncé des objets de petite taille et souvent cassés, vous le voyez. Troisième donc objet, c'est une plaque de terre cuite qui appartient à une plaque de terre cuite qui nous montre donc un menuisier au travail, un ouvrier donc qui est assis sur un tabouret et qui, avec son instrument, son herminette, en cuivre probablement, est en train de tailler un morceau de bois. Alors ça, soit pour en faire un soc d'arère, une charrue, soit pour en faire le timon d'un char, peut-être, on ne sait pas bien. Enfin, on voit le travail du bois, donc qui évoque les activités de production non agricole, donc les activités artisanales. Le bois. De quel bois s'agit-il? En Mésopotamie, on trouve des bois d'arbres, enfin les arbres qui poussent dans la région, évidemment, des arbres comme le palmier, le tamaris, le peuplier, certains arbres fruitiers. Ces arbres-là donnent des bois qui ne sont pas de très bons bois d'œuvre. Et donc, si l'on veut de bons bois pour construire un temple, pour construire le palais du roi, un bois de cèdre par exemple, il faut le faire venir de beaucoup plus loin. Et il y a toute une géographie des approvisionnements qui va se dessiner petit à petit, où l'on va voir émerger des notions comme la forêt des cèdres, c'est-à-dire le Liban, et comme le pays de Dilmun qui est en aval des fleuves, qui est peut-être par-delà le golfe Persique, certaines interprétations font du pays de Dilmun l'île de Bahreïn. Donc, même pour ces époques si anciennes, se pose la question des approvisionnements en matières premières. La Mésopotamie a beau être irriguée par les fleuves, elle ne peut pas être autosuffisante, pas plus que l'Égypte, le don du Nil, d'après Hérodote, ne peut être autosuffisante. Elle a forcément des contacts avec le reste du monde. Alors, un autre objet qui peut permettre d'évoquer ces activités de production, c'est un objet tout à fait modeste, qu'on date habituellement des alentours de 2010 avant Jésus-Christ. C'est une goutte de verre, c'est un fragment de verre. C'est même le plus ancien fragment de verre connu à ce jour. Si on était à Sarpoterie, on parlerait de bousiller, c'est une goutte de verre qui est tombée, mais qui permet quand même de comprendre que les artisans se sont efforcés d'enrichir le verre en cobalt, excusez-moi, se sont efforcés donc d'enrichir le verre en cobalt afin de lui donner une teinte bleue et afin de le faire ressembler au lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est une pierre semi-précieuse, enfin assez rare et qui vient surtout de très loin, qui vient d'Afghanistan et qui est appréciée dans l'Antiquité, dans à peu près toutes les civilisations. Et donc, on fabrique donc vers 2010 avant Jésus-Christ une sorte d'imitation de lapis lazuli, ce qui donne une idée évidemment de la sophistication déjà, non seulement des techniques, mais aussi des relations entre les hommes. Donc, malgré son extrême ancienneté,
l'économie mésopotamienne peut être considérée comme fondée sur les échanges, qui est après tout une bonne définition de l'économie. Et donc le symbole de ces échanges, ça doit être le chariot, le char, selon l'usage qu'on en fait. Ceci est une petite figurine qui a été trouvée dans une tombe, dans l'ouest de la zone, à Émez, on est en Syrie. Et dès le 4e millénaire, avec l'apparition des villes, avec l'urbanisation, l'artisanat se développe dans les villes et une forme de complémentarité apparaît avec les campagnes. L'artisan qui fabrique le timon du char ou celui qui fabrique le soc de l'arère, eh bien, va échanger ses productions contre des sacs d'or ou contre d'autres productions. Il y aura donc une vie de relation, une vie d'échange qui va apparaître. Et le chariot est l'emblème, en quelque sorte, de cette vie d'échange. Les échanges, pour les périodes très anciennes, et d'ailleurs pour toute la période mésopotamienne jusqu'à la fin, donc jusqu'au premier millénaire, les échanges ne sont pas des échanges monétaires. La monnaie, telle qu'Aristote la définira au IVe siècle, la monnaie, vous savez, c'est cet élément qui permet de comparer des valeurs, donc un étalon, c'est cet élément qui permet de conserver des valeurs, et c'est cet élément qui permet de réaliser des échanges, d'être l'intermédiaire des échanges. Ces trois fonctions décrites par Aristote, on ne les voit pas dans la Mésopotamie. La monnaie arrive avec les Perses au VIe siècle, et ce qui marque d'une certaine manière la fin de l'histoire mésopotamienne. Mais ce qui existe en Mésopotamie, si ce n'est pas l'intermédiaire des échanges et si ce n'est pas la réserve de valeur, c'est quand même au moins un système de comparaison des valeurs, un système d'étalons. Et on va voir que l'écriture va jouer ce rôle-là en partie. Donc il n'est pas étonnant que le chariot puisse être un emblème de cette économie, une sorte de résumé de cette économie. Il n'est pas étonnant non plus que le chariot soit devenu le symbole de la richesse, qu'il soit devenu aussi le symbole de la puissance, relié au pouvoir politique, relié au pouvoir militaire. Le roi se déplace sur un chariot. Alors on ne dira pas un chariot dans ce cas-là, on dira un char, mais au fond c'est la même chose. Et le char, donc, est l'emblème du pouvoir à toutes les époques, jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne. C'est un élément de l'imagerie royale, au fond. Donc un résumé des échanges économiques et un élément de l'imagerie royale. Et voilà donc un premier élément de cohésion dans l'espace mésopotamien. Et ce premier élément de cohésion eh bien, est un élément absolument central, n'est-ce pas, qui doit être mentionné. Un deuxième élément de cohésion, c'est bien sûr le rapport entre les hommes et les dieux, la religion. Dans l'ancienne Mésopotamie, la religion est omniprésente. Tout est décidé, inspiré par les dieux. Les hommes se représentent les dieux, non pas à leur image, mais ils se représentent les dieux comme les ayant créés, eux, les hommes, pour qu'ils soient au service des dieux, pour qu'ils soient serviteurs des dieux, c'est-à-dire travaillant à leur place. Il y a des récits mythologiques qui nous racontent cela, nous en parlerons. Et donc, évoquer la place de la religion, c'est évoquer quelques éléments centraux dans l'organisation de la société mésopotamienne. Prenons par exemple cet objet qui est ce qu'on appelle un koudourou. Le koudourou est une pierre taillée, de taille variable, selon ce qu'on veut écrire sur le koudourou. Et le koudourou comporte, en tout cas celui-ci comporte, une face décorée de relief, de sculpture, et une autre face, que je ne vous montre pas, qui comporte un texte écrit qui nous raconte un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un koudourou? Ce koudourou est daté donc, de l'époque de Mélishipak II, vous voyez, donc XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce koudourou n'est pas exactement un contrat par lequel il y a la donation d'une terre faite par un personnage à un autre personnage, ici le roi Mélishipak II qui fait don d'une terre à son fils. Le koudourou n'est pas le contrat. Le contrat est écrit sur une tablette, je dirais une tablette portant de l'écriture ordinaire. Mais ce contrat écrit sur une tablette est mis sous la protection des dieux
est en quelque sorte garantie par les dieux, et le kuduru est le symbole de cette protection accordée par les dieux. D'où la présence des dieux sur le décor iconographique. Le contrat est mis sous la protection des dieux, et on appelle la protection ou la défaveur des dieux sur les co-contractants selon que le contrat est respecté ou pas. Alors, vous voyez que la scène est, est répartie sur plusieurs registres. Donc, je vais commenter cette scène en commençant par le haut. Il y a donc au registre supérieur ce qu'on pourrait appeler la triade mésopotamienne la plus importante. Vous avez ici deux autels sur lesquels sont déposées une coiffure composée de cornes de bovidés. Nous verrons dans un instant que c'est l'un des emblèmes de la divinité. Donc deux autels différents avec deux coiffures composées de cornes de bovidés. Ce sont les symboles du dieu Anu, le dieu du ciel, et son fils Enlil, le dieu de l'atmosphère. Il y a également à côté une sorte d'animal fantastique, un mélange de poisson et de chèvre, portant sur le dos un autel avec une crosse à tête de bélier déposée sur cet autel. Ça, c'est l'emblème du dieu Ea, dieu des eaux et de la sagesse. Et puis, nous avons au-dessus trois emblèmes qui évoquent, donc trois emblèmes célestes, si on peut dire, un croissant de lune, une étoile et un disque solaire qui évoquent pour le croissant de lune le dieu Sin, le dieu qui règle le cours du temps. L'étoile à 8 branches évoque la déesse Ishtar, la déesse de la guerre et de l'amour, et le disque solaire évoque le dieu Shamash, le dieu de la justice. Donc, quelques-uns des principaux dieux du panthéon mésopotamien sont mentionnés sur la première phase de ce kuduru. Il y a un autre dieu qui est évoqué ici. Alors là, nous avons un dragon cornu qui est représenté ici. Ce dragon cornu porte sur le dos un autel, et sur cet autel, le triangle évoque en fait le fer d'une bêche, puisque le dieu Marduk a quelque chose à voir avec l'agriculture. C'est donc l'évocation du dieu Marduk, le grand dieu de Babylone. Et enfin, une représentation se dessine aussi dans ce troisième registre, c'est ici, donc un chien avec un autel, et sur l'autel, un buste vaguement humain, un buste féminin même, c'est le buste de la déesse Goula, qui est posé donc sur le chien, qui est l'attribut de la déesse Goula. Et la déesse Goula, c'est la déesse de la médecine. C'est celle qui est invoquée sur le texte qui figure au verso de ce kuduru, c'est celle qui est invoquée pour protéger ou pour nuire aux co-contractants si le contrat n'est pas respecté. Le texte nous dit ceci, que Goula, la dame, la sublime, la princesse de toutes les dames, ses enfants, donc envoient un empoisonnement incurable, sans issue, dans son corps. Sous-entendu, si le contrat n'est pas respecté. Donc, des stèles de ce genre, des kuduru de ce genre, sont nombreux dans les vestiges archéologiques. Celui-ci est assez explicite, nous en verrons à la fin de mon petit exposé un autre qui nous raconte des indications du même ordre. Notez l'endroit où le kuduru a été découvert, à Suse. Suse, c'est en Élam. L'Élam est un État indépendant pendant une partie de la période de l'histoire mésopotamienne, mais l'Élam finit par être incorporé dans le royaume iranien, dans le royaume perse. Et Suse, à basse époque, devient une capitale du royaume perse. Que fait ce kuduru babylonien, donc, le dieu Marduk est représenté sur le kuduru? Que fait ce kuduru à Suse? Eh bien, il a été emporté en butin, en quelque sorte, par un envahisseur élamite qui s'appelle, on le sait, Shutruk Nakhunte, on le retrouvera. Ce roi élamite, emportant avec lui des kuduru, traduisant l'attribution étant un titre de propriété, d'une certaine façon, de la terre, Shutruk Nakhunte a voulu éliminer des
témoin de l'octroi des terres, il a redistribué les terres, il a voulu éliminer les témoins de cette disposition. Donc on a effacé certaines inscriptions, ou si on n'a pas pu les effacer, on les a emportées. Donc les dieux, garants des transactions, garants des contrats. Voilà donc ce Kuduru de Mishpak II. Un autre dieu apparaît, il date de l'époque néo-sumérienne, il porte sur la tête, vous voyez, cette coiffe composée de 4 rangs de cornes de bovidés superposées. La coiffe de 4 rangs de cornes de bovidés, c'est la marque des dieux majeurs dans le panthéon mésopotamien. On ne sait pas exactement quel est le nom de ce dieu, qui a été trouvé donc à Girsou, dans le pays de Sumer. Cette statuette est datée de la 3e dynastie d'Ur. Alors, on pense que la statuette, que la tête devait être la tête d'une statuette d'une trentaine de centimètres de haut, représentant un personnage assis probablement. La tête elle-même mesure 11 centimètres de haut. On pense que l'aspect inachevé de cette statuette s'explique parce qu'il s'agit d'un modèle d'atelier utilisé pour réaliser des statues divines en terre cuite ou éventuellement en pierre, qui serait taillée, modèle d'atelier qui a donc été brisé, sans doute pas intentionnellement, mais en tout cas brisé, et on n'élimine pas les effigies divines comme on veut. Donc cette tête a été déposée dans une jarre, et cette jarre a été enterrée pieusement au pied d'un mur. Ce qui a permis aux archéologues de la retrouver de nombreux siècles plus tard. On peut remarquer aussi, c'est ce qui accrédite l'interprétation comme un modèle d'atelier, que la statuette n'a pas été colorée. Dans l'Antiquité, les statues étaient toujours systématiquement colorées. Ici, elle ne l'a pas été, et l'aspect inachevé donc renforce cette interprétation, cette idée d'un modèle d'atelier évolutif. Donc. Pour illustrer les rapports entre les hommes et les dieux, on peut aussi considérer ce vase cultuel, ce vase d'Enmetena. Vase d'Enmetena, donc le dessin développé montre comment se présente le décor. Donc c'est un vase en argent qui a été découvert à Girsou, comme la statuette précédente. C'est un vase en argent qui date de l'époque du premier royaume de Lagash. C'est un vase qui est composé d'une seule feuille d'argent pour la partie principale, une feuille a été rapportée pour le col, et le tout est posé, comme vous voyez, sur un socle en alliage cuivreux. Et donc, il y a des inscriptions et un décor qui a été représenté sur le flanc du vase. Alors, sur le registre principal du décor iconographique, on voit donc un aigle aux ailes écartées, qui est répété plusieurs fois, et qui a les serres, les griffes posées sur des bouquetins ou sur des lions. C'est une évocation de la puissance, une évocation de l'image divine. L'aigle à tête de lion, donc. L'aigle à tête de lion, dont les serres reposent sur des lions et sur des bouquetins. On a indiqué aussi, ici, un rang de bovidés allongés. Et il y a sur le col un texte en caractère cunéiforme qui nous indique ce que c'est exactement que ce vase. Alors, ce texte nous dit ceci. Pour Ningirsu, le champion d'Enlil, Enmetena, le prince de Lagash, le grand vicaire de Ningirsu, le fils d'Ennatum, prince de Lagash, pour Ningirsu, son maître, qu'il aime, a façonné un vase d'argent purifié dans lequel Ningirsu puisse manger. Et pour sa vie, il l'a porté à Ningirsu de Lenina. Donc, le roi Enmetena indique qu'il s'agit d'une offrande qu'il fait au dieu Ningirsu, et que cette offrande est destinée à être utilisée dans les banquets rituels qui doivent être offerts périodiquement aux dieux.
les hommes sont les serviteurs des dieux, ils leur doivent de la nourriture. Et ce vase, donc, a cette fonction-là. Il est remarquable que ce vase en argent se soit conservé. On aurait très bien pu, au fil du temps, récupérer le métal, ça n'a pas été le cas. Et donc, pour donner une idée de la taille du vase, on peut considérer que la contenance de ce vase est d'environ 5 litres. Donc des vases rituels qui sont offerts par les hommes aux dieux, par le roi ici, aux dieux, en guise de subordination, en guise de piété aussi peut-être. Alors, il y a sur la panse de ce vase un décor de bovidé. Le bovidé, le taureau de manière plus générale, est très présent dans les rites et dans les cultes rendus par les hommes aux dieux. Vous avez là une tête de taureau qui vient du même endroit, Girsou, une tête de taureau donc approximativement de la même époque, qui a peut-être été un élément d'instrument de musique. Nous avons des harpes mésopotamiennes qui sont décorées de têtes de taureau. Donc il est possible que là nous ayons affaire à un fragment d'instrument de musique. Le taureau, c'est un animal qui est admiré en Mésopotamie pour sa puissance. C'est un animal qui est fondamental dans l'imaginaire mésopotamien parce qu'il est lié aussi à la fertilité, et donc il symbolise un peu la fertilité de la terre. C'est un animal aussi, ça peut nous paraître un petit peu étrange, qui est lié à l'orage. Le mugissement du taureau évoque pour les Mésopotamiens le bruit de l'orage. Alors nous sommes peut-être plus habitués vraiment à entendre régulièrement le mugissement du taureau, et donc cela nous paraît un peu étrange, mais la harpe permet peut-être d'imiter le mugissement du taureau. En tout cas, l'on a affaire à un personnage, donc le taureau, qui est associé à la fertilité et à l'orage pendant une longue période de l'histoire mésopotamienne. Ici, donc, l'époque sumérienne. Un autre objet qui date de l'époque néo-sumérienne, donc quand même un demi-millénaire plus tard, c'est un taureau encore, un taureau androcéphale, donc un visage humain, un taureau qui porte sur la tête, sa tête humaine, donc un couvre-chef à plusieurs rangs de cornes de bovidé, c'est donc la marque des dieux, c'est un taureau divin par conséquent. Et ce taureau, alors à quoi servait-il? On ne sait pas bien, peut-être y a-t-il ici ou là un petit espace pour déposer des offrandes. On ne connaît pas bien l'usage que l'on pouvait faire de cette statuette, mais c'est une statuette qui rappelle donc la place importante du taureau dans le rite et dans les pratiques cultuelles des populations envers les dieux. Donc, les dieux sont omniprésents, les hommes se situent dans un rapport de subordination par rapport aux dieux, et ces hommes-là, on n'a pas vu encore la trace. En voici un. Nous avons affaire ici à une statuette, donc en albâtre, de taille tout à fait modeste, une quarantaine de centimètres de haut, à peine une trentaine de centimètres de haut. C'est une statuette qui vient de Mari. Mari, qui se trouve aujourd'hui en Syrie, c'est la haute vallée de l'Euphrate, c'est la Syro-Mésopotamie, donc assez loin de Girsou, d'où venaient les trois éléments, les trois objets que je viens de montrer. Cette statuette nous montre, puisqu'il y a un texte qui est inscrit sur le socle, nous montre un personnage qui est assis, qui est vêtu d'une sorte de jupe en mèche de laine, ce qu'on appelle un konakes, un vêtement qui est très souvent repérable sur les illustrations, pour des époques très éloignées l'une de l'autre, donc peut-être un vêtement rituel. Et ce personnage a les mains jointes, comme vous voyez, et il a les yeux grands ouverts. Et l'artiste qui a réalisé cette statuette a réalisé ses yeux par des incrustations de coquillages et de lapis-lazuli, et il a réussi à donner à cette statuette une expression tout à fait remarquable. C'est l'expression de l'adoration du fidèle envers la divinité, et la divinité c'est Ishtar, la déesse de la guerre et de l'amour, expression
donc d'adoration, expression aussi d'émerveillement, expression de confiance également du personnage envers la divinité. Alors l'inscription nous précise de qui il s'agit. L'inscription qui est gravée derrière l'épaule droite, ici, enfin on ne voit pas sur la photographie. L'inscription nous dit « Ebi-il », Ebi-il c'est le nom du personnage, Ebi-il Nubanda, Nubanda c'est le nom de sa fonction, a offert sa statue à Ishtar. Donc, et Nebi-il, Ebi-il donc a fait réaliser une statue qui le représente lui, et il offre cette statue à la déesse Ishtar, et il indique que sa fonction est Nubanda. Alors, qu'est-ce que c'est que Nubanda? C'est un titre qui renvoie à une charge qui est à la fois administrative, militaire, peut-être même un petit peu religieuse. En tout cas, c'est une charge de tout premier plan, une charge importante. Donc, Ebi-il est un personnage important, un personnage puissant à Mari. Et évidemment, comme vous voyez sur la légende, il serait intéressant de savoir avec précision de quand date exactement la statue. Lorsque le scribe indique une date, la 3e année du règne de tel roi, on peut convertir dans notre système de calendrier d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas pour cette statuette-là. Donc les estimations sont assez floues, hein, il y a une bonne centaine d'années de variations entre l'époque sumérienne, donc peut-être vers 2340 avant Jésus-Christ, ou bien à l'époque d'Akkad, peut-être vers 2250 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire soit avant 2300, soit après 2300. Alors dira-t-on, 2300 quand même, c'est une date importante dans cette région-là, c'est l'époque où s'étend l'empire du roi Sargon. L'empire de Sargon, Sargon le Grand, qui s'étend jusqu'à Mari et même au-delà. Et donc, est-ce que Ebi-il et Nubanda à Mari avant l'arrivée de Sargon, auquel cas il est au service du roi de Mari, indépendant si on peut dire, ou est-ce que Ebi-il et Nubanda à Mari après l'arrivée de Sargon, auquel cas il est au service de Sargon. Donc ce personnage est-il le Nubanda d'un royaume indépendant ou le Nubanda d'une composante de l'empire de Sargon? Difficile à dire, étant donné qu'on ne peut pas dater avec précision la statuette. Alors, les relations entre les hommes et les dieux, ce sont aussi un ensemble de récits qui nous décrivent ces relations, qui nous donnent en quelque sorte l'explication fondamentale. Le mythe a cette fonction, les spécialistes parlent de fonction étiologique du mythe, le mythe nous raconte la cause des choses. Nous avons, nous, tendance à expliquer la cause des choses en employant un langage scientifique. Eh bien, dans l'Antiquité, on a tendance à expliquer la cause des choses en employant un langage mythique. Et c'est ce que font, bien sûr, les Mésopotamiens. Donc, il y a un premier mythe que l'on peut évoquer, un premier mythe fondateur, qui est décrit par cette tablette, dite tablette d'Enki et Ninma. Et le récit qui est écrit sur cette tablette nous donne l'explication donc des rapports entre les hommes et les dieux. C'est une tablette qui date de l'époque amorite, donc c'est en gros l'époque d'Hammurabi, et qui met en scène deux personnages, Ninma et Enki. Enki est le dieu de la sagesse et des eaux douces, et Ninma est la mère d'Enki. Et le texte nous dit ceci, c'est un passage que je vous lis, donc c'est Enki qui parle. « Pétris le cœur de l'argile qui est à la surface de l'abîme, ô ma mère. Décide le destin du nouveau-né. Ninma fixera sur lui l'image des dieux, c'est l'homme. » Donc, le texte nous explique que Enki et Ninma façonnent les hommes pour qu'ils leur servent de serviteurs, justement. Les dieux sont fatigués de devoir travailler pour se nourrir, et donc ils créent les hommes pour que ceux-ci leur apportent la nourriture et pour qu'ils les honorent comme il se doit. C'est un récit finalement tout à fait intéressant. Après tout, c'est une explication des rapports entre les dieux et les hommes. Un autre récit mythique intéressant, c'est l'ensemble de ce que l'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Je reviendrai tout à l'heure. Gilgamesh est un
un héros à qui il arrive beaucoup d'aventures, mais le récit de l'épopée de Gilgamesh nous donne aussi une façon de concevoir les rapports entre les dieux et les hommes. J'en reparlerai en détail tout à l'heure. Alors, il y a les rites qui sont célébrés vis-à-vis des dieux et qui nécessitent par exemple l'emploi d'une vaisselle d'argent, comme on l'a vu. Il y a des mythes qui décrivent les rapports entre les dieux et les hommes, et puis il y a des lieux où ces rapports entre les dieux et les hommes sont organisés. Ces lieux, ce sont des temples et des ziggourats. Alors, le temple est la résidence du dieu. Le temple est la résidence du Dieu sur terre, et donc construire le temple, entretenir le temple, restaurer les temples, c'est une mission fondamentale qui est confiée aux hommes et au plus important des hommes, qui est le roi. Le roi a le devoir de veiller à la construction et à l'entretien des temples. C'est pourquoi lorsque l'on est amené à construire un temple, à agrandir un temple, à reconstruire un temple, il y a un élément, un dépôt qui mentionne, qui rappelle, qui indique quel est le rôle du roi et quel est le roi qui règne à cette époque. C'est le sens de cet objet, de ce petit objet, qui est ce qu'on appelle un clou de fondation. Le clou de fondation qui est ici, qui est enfoncé dans les fondations, donc, et le clou de fondation est enfoncé par le roi lui-même, le roi qui porte ici un couvre-chef, hein, et on est là à l'époque du deuxième royaume de Lagash, c'est l'époque de Gudea, nous parlerons de Gudea tout à l'heure, et donc ce clou de cuivre est déposé dans les fondations du temple au moment où celui-ci est reconstruit. On est vers 2120 avant Jésus-Christ environ. Alors ce clou de fondation a la particularité, qui est décrite par cette photo ici, particularité d'avoir conservé une sorte de trace de l'enveloppe de lin qui avait été utilisée pour protéger, pour emballer le clou. Le clou est déposé dans les fondations, dans une enveloppe de lin, et cette enveloppe s'est décomposée, bien sûr, au fil du temps. Là, simplement, il y a eu un échange d'ions métalliques avec le lin, une sorte de fossilisation, on peut dire, ce qui permet de conserver la trace des fils de chaîne et de trame de l'étoffe. Alors, le temple est donc la résidence sur terre du Dieu. Et la présence divine dans le temple est d'une certaine façon incarnée par la statue du Dieu. Et donc, si les offrandes doivent être remises au Dieu, les offrandes doivent être remises à la statue divine. Voici une statue qui montre un Dieu. Alors, on pense que c'est un Dieu parce que c'est la fonction que la statue pouvait avoir, mais on sait que c'est un dieu parce qu'en réalité, les archéologues ont découvert cette statue donc, dans les ruines d'Adatou, et ces archéologues ont découvert en réalité deux statues identiques. C'est une paire de statues que l'équipe de François Thureau-Danchin a mise au jour en 1927. L'une des statues avait la tête brisée, c'est celle que vous voyez là, et l'autre statue avait conservé sa tête. C'est pourquoi on sait qu'il s'agit d'un dieu, puisqu'il y a la coiffe à quadruple rang de cornes de bovidés. La statue à tête est conservée au musée d'Alep, la statue sans tête est conservée au musée du Louvre. Le musée d'Alep ayant été détruit dans les conflits que j'évoquais tout à l'heure, je ne sais pas exactement ce qui est devenu l'autre statue. Nous avons en tout cas cette statue-là qui nous montre un dieu portant dans les mains une espèce de coffret dans lequel on pouvait déposer les offrandes. On peut se représenter cette statue et la statue symétrique comme déposée de chaque côté de la porte du temple, en l'occurrence c'est le temple d'Ishtar, déposée donc de chaque côté de la porte du temple afin que les fidèles puissent y installer, y déposer les offrandes qu'ils remettent à la divinité. Alors, le temple, donc, la résidence du Dieu sur terre. Mais le temple, c'est aussi un complexe architectural avec de nombreux éléments, pardonnez-moi, de nombreux éléments donc, qui sont nécessaires pour l'organisation du temple. Très fréquemment, le temple est construit au sommet d'un bâtiment constitué de terrasses superposées qu'on appelle une ziggourate. La ziggourate, c'est donc un bâtiment composé, ici vous voyez, de 3 terrasses superposées. La ziggourate de Babylone en avait 6. Et donc beaucoup plus haute évidemment, et donc ces terrasses sont accessibles par des plans inclinés ou par des escaliers qui portent de différents endroits et qui permettent d'accéder au temple, au sommet donc, de la ziggourate.
La ziggourate d'Our, que vous voyez là, c'est celle que je vous montrais tout à fait au début, et dont il ne reste aujourd'hui plus rien. Une tour à étage, on pourrait dire, une tour à étage qui, dans le cas qui nous intéresse ici, a été réalisée par le roi Ur-Nammu, qui règne vers 2100 avant Jésus-Christ, et qui est le premier souverain de la troisième dynastie d'Our. La ziggourate d'Our, c'est la plus ancienne ziggourate que l'on ait conservée, en quelque sorte. Cette ziggourate est donc construite en briques. Le régime irakien, au début des années 60, a entrepris de reconstruire une partie de la ziggourate d'Our. Les ruines ont été restaurées partiellement, tout au moins les deux premières terrasses. La première terrasse que vous voyez là, et vous voyez ici se profiler la deuxième terrasse. Il manque la troisième terrasse plus le temple. Et reconstruisant cette ziggourate d'Our, le régime irakien a voulu montrer la continuité qui, selon lui, existait entre la Mésopotamie antique et puis l'Irak contemporain. En tout cas, ce qui a été intéressant, c'est la réflexion sur les techniques architecturales. Cette ziggourate d'Our est construite en briques, des briques de terre cuite pour les angles qui sont ici, et des briques de terre crue pour les parties rectilignes. La terre crue, c'est la terre séchée au soleil, on va dire. Et donc, elle est plus facile à fabriquer, je veux dire, la brique en terre crue est plus facile à fabriquer que la brique en terre cuite, puisqu'on n'appuie pas, mais en contrepartie, elle est moins résistante. Tant qu'elle est bien enserrée, bien retenue par des massifs en terre cuite, cela peut aller, mais s'il y a la moindre brèche dans le massif en terre cuite, alors c'est tout l'édifice qui peut crouler en quelque sorte et qui peut disparaître totalement, comme ça est arrivé à de nombreuses ziggourates au fil du temps, donc dans la Mésopotamie ancienne. Mais parfois, les techniques architecturales ont pu permettre de réaliser, de construire en quelque sorte des éléments évidemment plus essentiels, plus considérables. C'est ce que nous indique, donc les premières villes, c'est ce que nous indique cette tablette qui a en elle-même une histoire. Cette tablette date de l'époque hellénistique, donc de l'époque des royaumes grecs, le royaume séleucide, qui est donc né après la conquête d'Alexandre. Cette tablette a été écrite à l'époque séleucide, mais elle copie en fait une tablette qui avait été écrite à l'époque de la reconstruction du temple, donc d'Uruk-Kawarka, lequel a été reconstruit au 8e siècle avant Jésus-Christ et avait été reconstruit plusieurs fois dans le passé. Donc il y a à travers cette tablette toute une série d'indications qui nous permettent donc de comprendre ce que c'est qu'un bâtiment construit. La tablette comporte en réalité des problèmes de mathématiques, des problèmes d'arithmétique qui consistent à calculer des surfaces, à calculer des périmètres. Et l'auteur de ces problèmes, qui ne sont pas son nom, mais l'auteur de ces problèmes a pris comme référence le temple de Marduk à Babylone. Donc le temple de Marduk à Babylone, reconstruit plusieurs fois, une tablette est réalisée au 7e siècle et elle est recopiée au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est la tablette que nous avons sous les yeux. Et donc les calculs à réaliser sont fondés sur les dimensions du temple de Marduk à Babylone, que l'on a donc de façon relativement précise. On sait que la ziggourate de Babylone, qui est appelée donc Etemenanki, la maison fondement du ciel et de la terre, cette ziggourate est une tour à 7 étages, donc 6 plateformes et le temple. Cette tour impressionnante pouvait avoir peut-être 90 mètres de côté, et elle est le prototype de la tour de Babel. Donc cette tablette nous donne les indications, nous donne les mesures d'un bâtiment dont il ne reste rien, ou quasiment rien. Dans une ville, un temple, une ziggourate. Dans une ville, ou à proximité d'une ville, il peut y avoir aussi des constructions comme celle
qu'évoque, que représente cette maquette. Alors c'est une maquette au musée du Louvre qui évoque donc une construction. Je rappelle que les constructions en Mésopotamie sont parfois dissoutes en quelque sorte au fil du temps. Mais vous voyez la taille de cette construction. Vous avez un petit personnage qui vous donne la taille. Cette construction est composée de deux éléments semi-circulaires construits en briques, briques de terre cuite, briques de terre crue, et comportant donc une zone un petit peu resserrée ici. Alors, deux interprétations possibles pour cet édifice, soit quelque chose qui permet de réguler la circulation des eaux, une sorte d'écluse sur un canal, quelque chose dans ce genre-là, ou bien alors un pont, c'est-à-dire les massifs sur lesquels sont posées les parois constituant le pont, en bois naturellement. Alors, c'est une explication qui est plus probable, le pont, que l'autre, parce que, enfin, surtout si l'on sait que jusqu'au milieu du XXe siècle, il n'y avait pas en Irak de pont construit en dur. Donc, tous les ponts étaient construits en matériaux légers et en bois particulièrement. Il est donc possible, même probable, que ce pont de Guirsou ait été ainsi, enfin, ait eu cet aspect, l'aspect que nous donne cette tablette, cette maquette plus exactement. Comment évoquer une architecture qui a disparu? Eh bien, par exemple, par des tablettes qui nous donnent les dimensions, par des maquettes qui vont reconstituer les volumes, ou bien alors par des tablettes qui nous donnent le plan. Des objets de petite taille et souvent cassés, c'est ce que j'ai annoncé, si vous vous souvenez bien. Voilà un objet de petite taille et cassé, qui est une tablette montrant le plan d'une fortification, une enceinte avec des tours et des contreforts, et puis ici une inscription qui nous donnait, mais il manque l'essentiel de l'inscription, qui nous donnait sans doute le nom du bâtiment, le lieu où celui-ci se trouvait. Mais normalement, on voit bien à travers ce dessin, on voit bien que le plan peut être aussi évocateur d'une architecture disparue. Donc, une architecture en argile, en terre cuite ou en terre séchée, une architecture qui fait appel à des matériaux qui ne sont pas résistants, des matériaux qui, par définition, résistent mal au passage du temps, une architecture dont il ne reste de ce fait pas grand-chose, mais parfois, exceptionnellement, il peut être enfin l'architecture, les architectes peuvent avoir employé des techniques un petit peu différentes et donc avoir édifié des bâtiments plus considérables. Ce sera le cas pour tout ce qui se réfère au roi, le palais, ou ce qui peut se référer éventuellement à un temple. Donc des installations qui peuvent être monumentales. Alors par exemple, considérons le temple, le complexe sacré d'Our. Donc on voit ici la ziggourate d'Our. La vue aérienne permet en utilisant un avion d'une part et en utilisant d'autre part un éclairage rasant, la vue aérienne permet de faire mieux ressortir les éléments composant le site, alors qu'au niveau du sol, on ne voit pour ainsi dire rien. Donc, on voit très bien ici le complexe sacré, c'est-à-dire l'ensemble des éléments liés au temple, le temple situé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la ziggourate, tout au sommet de la ziggourate, tout un ensemble de bâtiments qui ont été construits au fil du temps et qui donnent au temple une superficie de grande taille et un plan relativement complexe. Alors, cela peut être formulé de cette façon, avec une maquette qui évoque la situation du complexe d'Our, donc vers 2004 avant Jésus-Christ. On repère ici la ziggourate, donc 3 plateformes et le temple au sommet de la plateforme, les escaliers d'accès, et puis tous les autres bâtiments qui sont nécessaires. Rappelons que le culte, le rite pour honorer les dieux, c'est très fréquemment apporter aux dieux de la nourriture. De la nourriture qu'il faut donc préparer. Il y a donc quelque part des cuisines. De la nourriture qu'il faut préparer, il y aura donc quelque part des magasins pour le stockage des provisions, des magasins pour la préparation, des offrandes que l'on va remettre aux dieux. Et puis toute une série de bâtiments peut-être pour l'accueil des pèlerins. Donc vous voyez, on voit se dessiner cet ensemble très complexe qui évolue au fil du temps. Le complexe d'Our a été utilisé pendant 3 millénaires. Et donc, une installation qui évolue au fil du temps et que l'on peut immobiliser ici dans l'état où elle se trouvait à la fin de la 3e dynastie d'Our, donc vers 2004 avant Jésus-Christ, juste avant l'époque des rois amorites, 5e de ces rois amorites, c'est Hammurabi.
l'architecture dans les villes, c'est l'architecture qui permet de réaliser des complexes monumentaux qui, même si les bâtiments ont disparu presque complètement, ont quand même laissé une trace dans le paysage que l'on peut voir avec des vues aériennes. Et parfois, la trace est plus que fugace. Elle peut être parfois tout à fait visible. Comme par exemple, à Babylone, si l'on considère la zone, le quartier de la porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar, c'est donc l'une des portes des murailles de Babylone, qui est, enfin, cette porte est ouvre une voie d'accès pour le temple principal du dieu Marduk à Babylone. Alors on est ici à la fin de l'époque mésopotamienne, à la fin de l'histoire mésopotamienne, c'est l'époque néo-babylonienne, l'époque de Nabuchodonosor II, qui meurt en 562 avant Jésus-Christ. Cyrus entre à Babylone en 539 avant Jésus-Christ, donc là c'est vraiment la fin de l'histoire mésopotamienne, mais il y a une sorte d'épanouissement architectural à cette époque néo-babylonienne avec l'ensemble de la porte d'Ishtar. Alors, la porte d'Ishtar, c'est donc une porte, c'est une voie d'accès à cette porte, et l'ensemble est décoré de briques, des briques qui sont des briques de terre cuite, des briques qui ont été moulées, des briques qui peuvent avoir une forme strictement géométrique, parallélépipédique, ou des briques qui peuvent être moulées de façon tout à fait précise pour permettre la réalisation d'un décor en relief. L'on a avec ce lion qui orne la voie d'accès à la porte d'Ishtar, on a avec ce lion donc un exemple, ce décor en relief. Pour réaliser le lion, il faut 65 moules différents. 65 moules différents qui permettent de fabriquer 65 briques différentes de manière à réaliser cette décoration. La brique est cuite, la brique est d'abord moulée, elle est cuite, et puis ensuite elle est couverte d'une glaçure colorée qui permettra d'enjoliver, d'améliorer l'aspect final donc, de la décoration. Évidemment, sur le complexe de la porte d'Ishtar, il n'y a pas un lion, il y en a un certain nombre. Vous avez des lions qui sont ici sur la voie d'accès de chaque côté, et puis vous avez des lions qui sont présentés aussi sur la porte elle-même. Donc avec les moules qui sont utilisés et réutilisés, on peut fabriquer des dizaines, des centaines, des milliers de briques qui vont pouvoir permettre de décorer les bâtiments et de faire apparaître des dizaines, des centaines d'animaux, des dizaines, des centaines d'éléments de décoration différents. Voilà donc ce complexe de la porte d'Ishtar à Babylone à l'époque de Nabuchodonosor II, donc à la fin de la période mésopotamienne. Mais ce que vous avez vu, ce que vous voyez sur l'écran en ce moment, c'est une maquette qui reconstitue la porte. La porte elle-même a été démontée par les archéologues allemands au début du XXe siècle. L'ensemble de ce massif a été fouillé et cette porte a été démontée et remontée à Berlin, dans cette île des musées, qui comporte des musées fameux et des œuvres extraordinaires. Et donc à Berlin, on a reconstitué une partie de la porte d'Ishtar avec la décoration en briques de terre cuite, en briques moulées, cuites et décorées de la glaçure que j'évoquais. Alors on voit les différents éléments ornant cette porte. Et on a donc le dragon à tête de serpent, qui est l'emblème du dieu Marduk, et le taureau, qui est donc le dragon à tête de serpent qui est là, et le taureau qui est l'emblème du dieu de l'orage Abad. Donc c'est la fin, Nabuchodonosor II, c'est la fin du royaume néo-babylonien, c'est la fin de l'époque mésopotamienne. Très vite, Cyrus va passer sous cette porte, Cyrus le roi perse va passer sous cette porte, et ce sera la fin de l'histoire mésopotamienne. On a parlé de l'agriculture, on a parlé des relations entre les hommes et les dieux, on a parlé des villes comme élément de cohésion de l'espace mésopotamien. L'espace mésopotamien est divers par la géographie. La basse Mésopotamie, ce n'est pas la haute Mésopotamie, ce n'est pas la Syro-Mésopotamie. L'espace mésopotamien est divers aussi par la variété de la population, la variété ethnique de la population, par la variété linguistique aussi de la population. Et donc, les pratiques économiques ou religieuses sont des éléments de cohésion de cette diversité ethnique et géographique de la Mésopotamie.
il y a un autre élément de cohésion qui est tout à fait important. Cet autre élément de cohésion, c'est l'écriture. L'écriture qui est mise au point progressivement à la fin du 4e millénaire, vers 3300 avant Jésus-Christ, on voit apparaître une sorte de proto-écriture, et puis après quelques siècles, c'est l'écriture cunéiforme qui est mise au point de manière à peu près précise, donc vers 3000 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi écrit-on? Pourquoi écrit-on? Quand on pose une question de ce genre, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Il peut y avoir une réponse, comme je le disais tout à l'heure, une réponse scientifique, c'est notre manière de voir les choses, une réponse historique, disons. Ou alors il peut y avoir une réponse mythique. Et la réponse mythique figure dans le mythe d'Enmerkar. Enmerkar est le roi d'Uruk, un roi plus ou moins légendaire, qui entretient des relations avec un prince lointain du côté de l'Iran, le seigneur d'Arata. Et donc des relations qui sont difficiles à entretenir, il n'y a pas d'écriture encore, des relations qui sont difficiles à entretenir, il est difficile de discuter, de négocier, difficile de se mettre d'accord. Et donc Enmerkar a l'idée un jour d'écrire quelque chose sur une tablette et de la montrer ou de la faire montrer par son émissaire à ce seigneur d'Arata, à ce prince étranger, en lui disant que dans un passé relativement récent, eh bien, un accord avait été trouvé et avait été résumé et symbolisé par la tablette que l'envoyé d'Enmerkar brandit sous les yeux du seigneur d'Arata. Donc l'écriture sert, pourquoi écrit-on, c'est la question, l'écriture sert à embobiner en quelque sorte son correspondant. Bon. Ça, c'est la version mythique des choses. Si l'on prend une version plus scientifique, plus sérieuse, plus historique, on dira, au fond, l'écriture sert d'abord à mémoriser, l'écriture sert d'abord à gérer et à mémoriser. Et donc la proto-écriture de la fin du 4e millénaire, la proto-écriture, donc vous voyez, on est là vers 3400, 3300 avant Jésus-Christ, c'est quelque chose qui sert à mémoriser un phénomène. Supposons que l'on veuille compter des moutons. On utilise un petit caillou par mouton. Petit caillou, ça se dit en latin calculus, calcul, le calcul de la vésicule biliaire, c'est un petit caillou. Donc, supposons que l'on veuille compter des moutons, on prend un petit caillou par mouton, et puis on a un certain nombre de moutons, un certain nombre de cailloux. Ces cailloux, on peut les mettre dans une sorte de récipient en terre cuite que l'on va sceller, et lorsque l'on voudra se souvenir du nombre de moutons, il suffira de casser le récipient en terre cuite et puis de retrouver le nombre des moutons symbolisé par le nombre de cailloux. Si le récipient en terre cuite est fermé et scellé, bien sûr, les cailloux ne s'échapperont pas, mais on ne saura pas ce que le récipient contient. Donc on va représenter peut-être un mouton sur le récipient. Et puis petit à petit, on en vient à se dire qu'il y a peut-être moyen, sans ouvrir la bourse de terre cuite, peut-être moyen d'écrire quelque chose, de dessiner quelque chose, de symboliser quelque chose à l'extérieur, et donc pour gérer, pour mémoriser le contenu du pot, eh bien, on écrit quelque chose à l'extérieur. Et on arrive ainsi à une proto-écriture telle que l'on la voit sur cette tablette. Alors c'est une tablette, vous voyez, de l'époque d'Uruk, là on était vers 3100 avant Jésus-Christ, donc ça commence à se préciser un petit peu. On a par exemple ici quelque chose qui évoque une ville. On a ici quelque chose qui évoque le fait de récolter, il y a une tête, il y a un pain. On a quelque chose ici qui évoque un pays lointain, peut-être d'Ilmoun. Et donc, que signifie ce texte? Nous ne savons pas. Pour comprendre ce texte, il faut savoir de quoi il s'agit, à vrai dire. L'écriture est trop primitive pour être vraiment comprise. C'est plus un mémorandum, c'est plus un pense-bête qu'un texte véritablement. Mais c'est le début d'une écriture. Et puis, un peu plus tard, on trouvera donc une écriture tout à fait élaborée que l'on appelle cunéiforme. Le mot cunéiforme est formé sur le mot latin cuneus qui veut dire le clou, qui veut dire le coin. Les signes qui sont écrits dans ce texte ont une forme de coin, une forme de clou. À l'origine, donc, on écrit sur une tablette d'argile fraîche avec un roseau taillé, et si l'on enfonce le roseau taillé dans la tablette d'argile fraîche, on voit apparaître un dessin qui ressemble un petit peu à ce clou, qui ressemble un petit peu à ce coin.
Donc, un système d'écriture est mis au point à partir de ce roseau taillé qui s'enfonce dans l'argile fraîche. On va écrire sur de l'argile jusqu'à la fin de l'époque mésopotamienne, mais parfois on va écrire aussi sur des matériaux durs. Donc là, on ne va pas utiliser un roseau, on va simplement graver sur le matériau dur. C'est le texte que vous avez sous les yeux, il est gravé sur une pierre dure, mais on grave les signes en forme de clou. Alors, le système d'écriture cunéiforme, je vais vous en expliquer les principes généraux, c'est un système qui est très différent du nôtre. Notre système d'écriture, qui est un système alphabétique, notre système d'écriture s'appelle l'alphabet latin, c'est l'alphabet le plus répandu dans le monde, ce n'est pas le seul qui existe, hein. Il y a d'autres alphabets, l'alphabet grec, l'alphabet cyrillique, l'alphabet arabe, enfin, il y a plusieurs alphabets qui existent, mais même si ces alphabets sont différents les uns des autres, en fait, ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, un système alphabétique, fondamentalement, c'est un système où il y a un petit nombre de signes, dans l'alphabet latin, il y a 26 signes, un petit nombre de signes qui permettent, par combinaison de voyelles et de consonnes, qui permettent de transcrire des sons. Fondamentalement, l'écriture alphabétique transcrit des sons. Alors, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des problèmes d'orthographe, mais fondamentalement, on transcrit des sons. C'est la définition même du système alphabétique. Je fais une petite parenthèse pour me demander ce que peut bien être une écriture inclusive qui aboutirait à abandonner la caractéristique essentielle de l'écriture alphabétique, qui est la transcription de sons. Je vais faire maintenant la parenthèse, mais c'est là quelque chose qui pour moi est un mystère. Alors donc, on transcrit des sons avec un système alphabétique. Mais nous avons dans notre univers d'autres systèmes d'écriture que nous comprenons, mais qui ne transcrivent pas de son. Prenez par exemple les panneaux du code de la route. Les panneaux du code de la route signifient quelque chose, on les comprend, mais ce n'est pas la transcription d'un son. Vous avez par exemple, supposez un panneau circulaire bordé de rouge, avec un fond jaune clair au milieu, et puis inscrit sur ce fond le nombre, mettons 80, écrit en bleu. Voilà un panneau possible, un code possible. Et donc, nous savons bien ce que ça signifie. Ça signifie que la vitesse du véhicule doit être limitée à 80 km/h et que si on dépasse cette vitesse-là, on encourt un certain nombre de sanctions. Donc, ce n'est pas un texte, mais il y a un message qui est transmis. C'est une autre manière d'écrire, au fond. Il y a le système alphabétique et il y a ce système qu'on pourrait dire, je vais simplifier beaucoup, qu'on pourrait dire transcrivant des notions, transcrivant des idées. Et puis, on peut imaginer aussi un système d'écriture, mais ça, nous n'utilisons pas nous, un système d'écriture qui transcrive non pas des sons, mais des syllabes, qui ne transcrirait pas la voyelle A avec la consonne B, ou la consonne D, ou la consonne S, par exemple, mais qui transcrirait la syllabe BA, la syllabe BE, la syllabe BI, la syllabe BO, la syllabe BU, et puis ensuite la syllabe DA, la syllabe DE, etc., avec les différentes sonorités possibles. Donc on comprend bien que ce système syllabique comporterait des signes très nombreux, bien plus nombreux que les signes alphabétiques. Et les signes idéographiques, ceux qui transcrivent des notions, peuvent être une infinité. On peut imaginer d'enrichir les panneaux du code de la route avec de nouvelles interdictions, de nouvelles obligations. Ça se fait d'ailleurs assez fréquemment. Alors face à cela, qu'est-ce que c'est donc que l'écriture cunéiforme? Considérons ce texte qui est en fait l'article 165 du Code d'Hammurabi dont on parlera. Le texte est écrit en ligne, c'est une façon d'écrire, on pourrait écrire autrement. Ce texte-là comporte donc des signes d'écriture, des signes cunéiformes, et si l'on décide, je vais expliquer pourquoi cette question se pose, si l'on décide que le texte est écrit en langue akkadienne, que le texte qui a été écrit, en fait c'est un texte en langue akkadienne, alors on va dire que les premiers signes que l'on voit là sont des signes syllabiques. Il y a un premier signe qui transcrit le son shum, puis un autre qui transcrit le son ma, il y a le son a, le son oui, le son lum. Et donc on a transcrit deux mots, shumma, awilum. Écriture syllabique. Mais on voit qu'il y a, à certains endroits, par exemple ici, pour la 4e ligne, il y a des signes qui n'ont pas de signification syllabique, qui ne sont pas des sons, qui ne sont pas des syllabes, ce sont des idées. Et donc, la convention de l'écriture, pour les spécialistes, c'est de
formuler, de dire ces idées dans une langue, en l'occurrence c'est la langue sumérienne. Ce sont donc des idéogrammes sumériens, Asha, Kirisis ou E, qui sont écrits ici. Mais ça, c'est dans la langue sumérienne, parce que dans la langue akkadienne, ce sera une autre formulation qui va apparaître. Donc, on voit par là que le texte que nous avons sous les yeux est écrit en écriture cunéiforme, mais que cette écriture cunéiforme transcrit en fait un texte en langue akkadienne et se souvient d'une forme plus ancienne d'écriture qui était l'écriture de la langue sumérienne. Un peu comme si dans un texte que nous écririons nous voyons apparaître des petits pictogrammes, des émoticônes, vous savez, ou bien des mots en latin ou des mots en grec. C'est-à-dire des choses qui sont extérieures à la langue française dans laquelle le texte est écrit, mais des choses qui ont un sens quand même. Les icônes ont un sens, les mots latins et grecs ont évidemment un sens aussi. Le texte en écriture cunéiforme et en langue akkadienne que nous avons sous les yeux est ainsi composé de deux systèmes d'écriture différents. Ce qui est évidemment un petit peu complexe, mais ce sont des choses qui existent. Considérez par exemple l'écriture de la langue japonaise. Le japonais s'écrit avec un système de signes qui s'appelle kanji, peu importe l'organisation de ce système, et le système des caractères kanji pourrait suffire à transcrire tous les mots de la langue japonaise sans problème. Mais on utilise aussi, pour écrire la langue japonaise, des idéogrammes chinois. Des idéogrammes chinois parce que ceux-ci sont respectables, sont anciens, sont prestigieux, et donc un texte en japonais comporte des idéogrammes chinois plus des caractères kanji. Et puis il y a même aussi éventuellement des lettres latines parfois. Donc les systèmes d'écriture peuvent être parfois très compliqués. Notre système alphabétique, les systèmes alphabétiques en général, sont très simples par rapport à cette complexité. Il est inutile que nous les compliquions davantage. Et le système cunéiforme est un système qui est relativement complexe. Et néanmoins, ce système cunéiforme a été utilisé pendant des millénaires, donc il commence à apparaître en proto-écriture à la fin du 4e millénaire. Le système cunéiforme sumérien est mis en place vers 2800 avant Jésus-Christ, et on pense que les derniers caractères cunéiformes ont été écrits au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc un système qui a été utilisé pendant 3000 ans, en fait, pour transcrire des langues différentes au fil du temps. De même que notre système alphabétique peut transcrire des langues différentes. Si vous savez lire l'alphabet latin, vous lirez un texte en français sans problème. Comme vous comprenez la langue française, vous comprendrez le texte. Vous pouvez lire aussi un texte en langue allemande, mais si vous ne comprenez pas la langue allemande, vous pourrez lire le texte, mais vous ne le comprendrez pas. Si vous lisez un texte en langue norvégienne, qui est écrit en caractère latin, vous lirez le texte, mais vous ne le comprendrez pas, sauf si vous comprenez la langue norvégienne. Donc un système d'écriture peut transcrire des langues différentes. Le système cunéiforme, au fil du temps, a transcrit des langues différentes. Système complexe, donc, mais système efficace, utilisé pendant des millénaires. Et système utilisé pour écrire quoi? Alors, on a écrit des listes de moutons, bien sûr, des listes d'ouvriers agricoles à qui on verse une rétribution, certainement, mais on a écrit aussi des récits littéraires, des récits d'imagination qui ont pu être écrits. Alors voilà, par exemple, une tablette. Alors, elle est cassée. Elle comporte un texte écrit qui a été donc écrit avec le roseau, et puis ensuite la tablette a été cuite. Le texte, c'est un texte qui raconte l'épopée de Gilgamesh. Ce texte a été écrit sur plusieurs tablettes, c'est un texte assez long, plusieurs tablettes, et il a été écrit et réécrit au fil du temps. Nous avons là une version datant de l'époque néo-babylonienne, c'est à la fin de l'époque mésopotamienne, mais les premiers fragments que nous ayons de l'épopée de Gilgamesh remontent en fait à l'époque sumérienne, c'est-à-dire au 3e millénaire. Donc c'est un texte qui a été écrit et recopié au fil du temps pendant la période mésopotamienne, dont nous avons des versions nombreuses. Et donc même si la tablette qu'on a sous les yeux est cassée, en fait nous avons d'autres tablettes qui nous apportent les parties manquantes du texte. On peut regrouper ainsi, nous avons la version complète de l'épopée de Gilgamesh. Bon, il y a quelques petites variantes éventuellement, mais nous avons la version complète de l'épopée de Gilgamesh. Alors qu'est-ce que raconte l'épopée de Gilgamesh? Gilgamesh, c'est un roi d'Uruk, roi ayant existé, ou roi légendaire, on ne sait trop, mais en tout cas c'est un roi d'Uruk. Et Uruk, c'est l'endroit où on a mis au point les premières techniques d'écriture.
Gilgamesh, c'est un personnage tout à fait remarquable. Il est très fort, il est très vigoureux, il est presque invincible. Il n'est pas immortel, hein, mais il est presque invincible, si bien qu'il se comporte de façon tout à fait tyrannique. Il opprime la population, et donc les dieux cherchent à le calmer et décident de lui envoyer un, euh, un contradicteur, en quelque sorte, quelqu'un qui va lui river son coup. C'est un rival qui s'appelle Enkidu. Alors Enkidu est lui aussi très fort, pas immortel, mais très fort, très vigoureux. Et donc le texte de l'épopée nous raconte les combats entre Enkidu et Gilgamesh, combats qui ne se terminent pas par la victoire de l'un sur l'autre, puisqu'ils sont de force égale. Et donc Enkidu et Gilgamesh finissent par se rendre compte de cela, et ils éprouvent pour l'adversaire beaucoup de respect, parce que c'est un adversaire à leur image, au fond. Et ils finissent par entretenir des liens d'amitié tout à fait profonde, ce qui fait qu'ils vont désormais faire les 400 coups, si j'ose dire, ensemble. Et donc le texte nous raconte les diverses péripéties auxquelles se livrent Enkidu et Gilgamesh, et notamment il y a tout le récit de la bataille contre Umbaba, qui est le féroce gardien de la forêt des cèdres, que Enkidu et Gilgamesh finissent par vaincre et par tuer. Et donc, les dieux se rendent compte que leur stratagème a échoué. Enkidu n'a pas permis de calmer Gilgamesh. Donc, les dieux décident de faire mourir Enkidu. Et donc, Gilgamesh se retrouve avec un ami mort sur les bras, si j'ose dire. Il est dévasté par la mort de son ami. Il est désespéré par la mort de son ami, mais il est désespéré aussi par l'idée de la mort, donc de sa propre mort. Et donc, il va partir à la recherche de l'explication des causes des choses. Il va partir à la recherche d'une consolation, si l'on peut dire. Et donc, le texte nous raconte les voyages de Gilgamesh, qui finit par rencontrer le sage, au terme d'un long voyage, donc, il finit par rencontrer le sage Utanapishtim, qui nous est présenté comme un survivant du déluge. Dans un passé ancien, les dieux ont organisé un déluge et Utanapishtim a survécu à ce déluge. Il est donc presque immortel, au fond. Et donc Utanapishtim explique tout cela à Gilgamesh. Il lui explique la cause des choses, en quelque sorte. Il lui décrit, il lui explique la nature humaine. Et donc Gilgamesh réfléchit à son parcours et il comprend quelle est la position de l'homme dans la nature face aux dieux ou sous l'autorité des dieux. Donc Gilgamesh, calmé cette fois-ci, rentre à Uruk, où il va désormais vivre temporairement, parce qu'il n'est pas immortel, mais il va vivre désormais comme un roi juste. Et l'épopée se termine ainsi. Donc un texte très long, très intéressant, qui est extrêmement ancien, puisque les premières bribes de ce texte remontent au IIIe millénaire, un texte mésopotamien qui nous a été transmis par de nombreuses versions différentes que l'on peut compléter les unes par les autres. Et puis il y a un autre texte littéraire, on peut dire, qui a été rédigé aussi, mais alors celui-ci, à la différence de l'épopée de Gilgamesh, ne nous a été transmis qu'en une seule version. Donc, c'est ce qu'on appelle le récit d'Atrahasis. Donc, plusieurs tablettes cassées, donc il y a des parties manquantes dans le récit, donc une seule version. Et ce récit d'Atrahasis a été découvert en 1872 et il est daté par le scribe de 1835 avant Jésus-Christ. Et il nous raconte l'histoire d'Atrahasis, on dit parfois l'histoire du super sage, qui est un personnage auquel s'adresse le dieu Enki. Et donc le texte nous dit ceci, voilà un passage de ce texte. Le dieu Enki, ayant ouvert la bouche, s'adressa à son serviteur Atrahasis. Jette à bas ta maison pour te construire un bateau. Détourne-toi de tes biens pour te sauver la vie. Le bateau que tu dois construire, toiture-le pour que, comme de l'absou, le soleil n'en voie pas l'intérieur. Il sera clos de tous côtés et son équipement devra être solide, son calfatage épais et résistant. Après, je ferai pleuvoir, oiseaux à profusion et poissons par corbeille. Enki ouvrit alors et remplit la clepsydre, la réglant pour l'arrivée du déluge 7 jours après. Puis le temps changea d'aspect et Hadad retentit dans les nuées.
Le déluge mugissait comme un taureau, et comme un aigle qui glatit, le vent hurlait. Profondes étaient les ténèbres, le soleil ayant disparu. Voilà donc un fragment du récit d'Atrahasis, le récit du déluge. Alors, lorsque le texte a été découvert en 1872, lorsqu'il a été étudié, lorsqu'il a été publié, lorsqu'il a été traduit aussi, il a eu un grand succès, parce que voilà un texte mésopotamien qui apparaissait et qui nous racontait le déluge. Or, le déluge est raconté aussi dans la Bible, sauf que la Bible a été écrite 800 ans après, même plus de 800 ans après le récit d'Atrahasis. On trouve donc dans un texte mésopotamien très ancien, en fait, la préfiguration de certains éléments du texte biblique. Cela a déclenché un scandale au XIXe siècle, et cela a poussé, bien sûr, les érudits à étudier de près à la fois les textes mésopotamiens et les textes bibliques. Donc, le récit du super sage, le récit d'Atrahasis, qui est un texte fragmentaire, puisqu'il a été transmis comme une seule version. Troisième exemple de texte écrit, ce texte donc d'époque amorite, c'est l'époque d'Hammurabi, hein, c'est-à-dire vers 1740 avant Jésus-Christ environ. C'est un texte qui nous raconte la journée d'un écolier. Alors, ce n'est pas la journée d'un écolier racontée par un écolier, mais c'est la journée d'un écolier racontée par un professeur. Et le professeur décrit les différentes étapes de la journée de l'écolier. On se donne quelque chose comme ceci. Écolier, où es-tu allé depuis ta plus tendre enfance? Je suis allé à l'école. Qu'as-tu fait à l'école? J'ai récité ma tablette, j'ai pris mon déjeuner, j'ai préparé ma nouvelle tablette, je l'ai remplie d'écriture, je l'ai terminée. On m'a indiqué ma récitation et dans l'après-midi, on m'a indiqué mon exercice d'écriture. À la fin de la classe, je suis allé chez moi, je suis entré dans la maison où j'ai trouvé mon père assis. J'ai parlé à mon père de mon exercice d'écriture, puis je lui ai récité ma tablette et mon père a été ravi. Quand je me suis éveillé, tôt le matin, je me suis tourné vers ma mère et je lui ai dit « Donne-moi mon déjeuner, je dois aller à l'école ». Ma mère m'a donné 2 petits pains et je me suis mis en route. À l'école, le surveillant m'a dit « Pourquoi es-tu en retard ?» Effrayé, le cœur battant, je suis allé au-devant de mon maître et je lui ai fait une respectueuse révérence. Donc, un texte écrit par le professeur décrivant la journée d'un écolier, mais un écolier comme les professeurs aiment bien les imaginer, c'est-à-dire respectueux et obéissant. C'est un texte qui date de l'époque amorite, donc 1749 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, en Mésopotamie, en tout cas à Babylone, on parle la langue akkadienne. Le texte est écrit en écriture cunéiforme, mais il est écrit en langue sumérienne. Et en 1749 avant Jésus-Christ, il y a longtemps que la langue sumérienne n'est plus parlée. Donc il faut se représenter ce texte qu'on a sous les yeux comme s'il s'agissait d'un texte en latin qui serait écrit aujourd'hui. C'est-à-dire un texte écrit aujourd'hui dans une langue qu'on ne parle plus, mais qu'on connaît encore, que l'on peut étudier, que certains étudient, et que l'on peut comprendre. C'est donc un modèle que nous avons sur cette tablette. C'est une sorte de texte de version, une version sumérienne en quelque sorte, à faire. Donc il faut traduire ce texte sumérien, il faut le traduire en akkadien. Et cela nous permet de comprendre l'un des rôles essentiels de l'écriture en Mésopotamie, c'est justement d'établir un élément de cohésion entre des populations qui sont dispersées sur des espaces assez importants, dans un cadre géographique différent, des populations qui sont ethniquement et parfois linguistiquement différentes aussi, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité plus exactement, mais des populations qui ont des habitudes culturelles comparables, qui ont des références culturelles identiques et qui éprouvent toutes un grand respect pour cette langue très ancienne qui est la langue sumérienne, un peu comme nous éprouvons un certain respect pour la langue latine ou la langue grecque, qui est très ancienne, qui sont très anciennes elles aussi. Il y a même un proverbe mésopotamien qui nous dit un scribe, donc celui qui écrit, un scribe qui ne sait pas le sumérien. Mais quel scribe est-ce là? Donc, il convient, quand on maîtrise l'écriture, il convient de maîtriser une écriture qui permet d'écrire la langue qu'on parle, c'est quand même le minimum pour une écriture, mais il convient de maîtriser une écriture qui permet d'écrire une langue qu'on ne parle plus et que l'on utilise encore néanmoins. Alors, cette écriture cunéiforme a, comme je vous dis tout à l'heure, transcrit des langues différentes au fil du temps. D'abord, un texte en sumérien.
le Code d'Hammurabi, c'est un texte en akkadien qui est écrit en écriture cunéiforme. On peut imaginer, ici vous avez une tablette donc, qui a été trouvée à Ougarit sur les bords de la mer Méditerranée, un texte écrit en écriture cunéiforme, mais une écriture cunéiforme qui a évolué, qui est devenue une écriture alphabétique. Les cunéiformes, quand ils transcrivent l'akkadien, transcrivent surtout au moyen d'un système syllabique. Ici, c'est une écriture alphabétique. Voilà, par exemple, une autre tablette qui nous montre l'écriture cunéiforme alphabétique. Ici, il y a transcription de la langue ougaritique. La tablette précédente transcrivait la langue ourite. La langue ourite est parlée dans ce qui est aujourd'hui l'est de la Turquie, sur le Mitanni. La langue ougaritique eh bien, est parlée à Ougarit, au bord de la mer Méditerranée. Donc, une écriture qui évolue au fil du temps et qui permet, alors qu'au départ, le système est syllabique et idéographique, qui permet d'arriver à un système simplifié qui est alphabétique. L'alphabet ougaritique, et ici, on a la liste des signes. L'alphabet ougaritique a la particularité d'être un alphabet consonantique, c'est-à-dire on ne note que les consonnes, il faut ensuite vocaliser, oraliser pour lire le texte. Ce n'est pas quelque chose qui est rare. L'hébreu ancien, l'hébreu moderne, l'arabe ont une écriture alphabétique et consonantique aussi, à la fois dans l'Antiquité et aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas quelque chose de rare, mais c'est quelque chose qui est remarquable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'alphabet ougaritique a influencé la naissance et le développement de l'alphabet phénicien. Quand on est à Ougarit, on est juste au nord de la Phénicie, le Liban aujourd'hui. L'alphabet phénicien a influencé la naissance et le développement de l'alphabet grec. L'alphabet grec a influencé la naissance et le développement de l'alphabet étrusque, et l'alphabet étrusque a influencé la naissance et le développement de l'alphabet latin. Et l'alphabet latin, c'est l'alphabet que nous utilisons, nous. Donc, l'écriture cunéiforme, qui a évolué pendant des siècles, même pendant des millénaires, a fini par engendrer une écriture alphabétique qui a évolué pendant des siècles et qui a fini par engendrer l'écriture que nous utilisons, l'alphabet que nous utilisons. Et donc, c'est ce que résume un petit peu cette carte. C'est-à-dire, l'écriture est apparue à des moments différents, dans des lieux différents. Elle est apparue en Mésopotamie et en Égypte, à peu près au même moment, mais l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes, ne sont plus utilisés depuis longtemps. L'écriture est apparue en Chine, mais pas au même moment, vous voyez, 1500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 1500 ans après les cunéiformes. Les caractères chinois ont évolué au fil du temps, bien sûr, ils sont toujours utilisés. Et puis d'autres écritures, l'écriture de l'Indus ou l'écriture maya, qui sont beaucoup moins bien connues, n'ont pas engendré de descendance, de postérité. Donc les écritures antiques qui sont toujours utilisées aujourd'hui, ce sont les caractères chinois qui ont évolué, et ce sont les signes cunéiformes qui ont beaucoup évolué au point d'engendrer les alphabets que nous connaissons aujourd'hui. La plupart des alphabets que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, cela renforce évidemment l'importance de la Mésopotamie comme, je dirais, exemple de civilisation, comme exemple historique intéressant à étudier, intéressant à suivre. Alors, à l'imitation de Champollion, j'ai organisé mon petit exposé en deux volets. Un premier volet insistant sur les éléments de cohésion, que nous venons de conclure avec cette évocation de l'écriture. Et puis vient maintenant un deuxième volet qui sera un peu plus bref et qui va essayer de suggérer les évolutions chronologiques que la civilisation mésopotamienne a connues. Alors, si on se souvient de ce qui a été expliqué, on voit que les éléments de cohésion, la religion par exemple, et l'écriture, nous racontent peut-être des histoires de rapports entre les dieux et les hommes, peut-être des histoires de dénombrement de moutons, mais enfin, il y a quand même très fréquemment un personnage qui émerge, qui apparaît, et qui est le roi sous une forme ou sous une autre. Et donc, en suivant la figure royale, on peut retracer cette évolution chronologique de la civilisation mésopotamienne. Prenons par exemple une première figure royale, c'est cette figure qu'on appelle le roi prêtre. Donc on est dans une période extrêmement ancienne, vous voyez, 3300 avant Jésus-Christ, c'est avant même la mise au point de l'écriture, au moment où on va commencer à mettre au point peu à peu l'écriture. On voit un personnage nu qui a les mains jointes, qui se tient devant peut-être le dieu,
dans une attitude de prière. C'est un personnage qui est barbu, et c'est un personnage qui porte une sorte de bandeau sur la tête, de coiffe, cette coiffe qui est un emblème royal, et comme on va le voir, un emblème royal jusqu'à la fin de l'époque mésopotamienne. Alors de ce personnage, on ne sait à peu près rien, puisqu'il n'y a pas d'inscription. On est avant la mise au point d'écriture compréhensible pour nous. Et donc, on peut imaginer peut-être qu'il s'agit de cette figure royale centrale de l'organisation des sociétés qui sont en train de se mettre en place dans l'espace mésopotamien. Voilà une deuxième représentation qui est un peu plus récente que celle que nous venons de voir. C'est ce que l'on appelle le relief fautif du roi Ur-Nanché de Lagash. Ur-Nanché de Lagash, qui règne donc, vous voyez, vers 2520 avant Jésus-Christ. La statuette précédente datait de 3300 avant Jésus-Christ, donc environ 800 ans d'écart. Et ce relief du roi Ur-Nanché de Lagash se décompose en deux registres, un registre supérieur et un registre inférieur. C'est un relief en albâtre qui représente le roi Ur-Nanché deux fois. Une première fois debout, ici, et une deuxième fois assis là. Ur-Nanché porte cette robe de cérémonie qu'on avait appelée le konakes tout à l'heure. Alors, Ur-Nanché se tient debout ici et porte sur la tête un panier, le panier qui permet de transporter des briques. C'est un emblème de la fonction royale aussi, que le panier qui transporte des briques, parce que cela permet de construire le temple pour le dieu, le temple qui est la résidence sur terre du dieu. Donc la fonction du roi, c'est d'entretenir la résidence du dieu, le panier, de cette façon un emblème royal. À côté du roi, vous avez un tout petit personnage ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a dans les mains un vase à libation, il renverse quelques gouttes sur le sol pour honorer les dieux. Et puis vous avez en face d'Ur-Nanché un personnage, on ne sait pas exactement qui est ce personnage, parce que contrairement à tous les autres, donc ce n'est pas le roi bien sûr, mais ce n'est pas non plus les autres personnages qui sont là, qui portent eux une inscription qui donne le nom de ces personnages. On se voit bien qui c'est. En tout cas, les autres personnages, clairement, ce sont les fils du roi. Les fils du roi, qui sont, comme vous voyez, au nombre de 8, et qui portent donc leur nom inscrit sur leur pagne, sur leur robe. Donc, une première phase de la fonction royale qui est le roi constructeur de temples, le roi qui est intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et puis, il y a un deuxième registre, le registre inférieur de ce relief, qui nous montre le roi Ur-Nanché assis, tenant un gobelet à la main et participant à une sorte de banquet, en somme. Il y a près de lui un petit personnage qui a dans les mains un vase à libation pour honorer des dieux. Et donc là, c'est l'autre face de la fonction royale, qui est l'organisation donc des rites, l'organisation du culte envers les dieux. Le bâtisseur et le roi pieux, d'une certaine façon. Donc la fonction royale est marquée dès l'origine par deux aspects prépondérants, la relation avec les dieux et autre aspect prépondérant qu'on voit bien ici, c'est la composante dynastique. Le roi n'est pas simplement le personnage d'un moment, il s'inscrit dans une continuité, il s'inscrit dans une histoire. Le roi est le roi d'une ville. Ur-Nanché, roi de Lagash. Lagash, dans le pays de Sumer. Mais à quelques distances, il y a d'autres villes, Girsou, Uruk, etc. Et donc, ces villes peuvent être en conflit les unes avec les autres. Le roi est aussi un chef de guerre, et le roi peut vaincre sur le champ de bataille, ou il peut être vaincu sur le champ de bataille. Et donc, si l'on essaie d'imaginer, de suivre l'évolution chronologique, on voit, au terme de ces combats, on peut voir le regroupement des villes, des États indépendants, le regroupement et la constitution d'empires. Les premiers empires qui résultent du regroupement donc, de ces cités indépendantes, de ces villes indépendantes. Et puis ensuite, il y aura l'explosion des empires et le retour à une forme émiettée. Alors, évoquer les premiers empires, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce serait très compliqué, mais évoquer les premiers empires, ça peut être, par exemple, évoquer donc les premiers empires à l'époque sumérienne avec l'évocation des trouvailles de l'archéologue Léonard Woolley, l'archéologue britannique Léonard Woolley, dans les années 20, qui fouille le site d'Our et qui découvre
la nécropole royale d'Ours, les tombes royales d'Ours, donc, qui sont mises au jour par Léonard Boullée à la fin des années 20. Les années 20 sont une grande période, les années 20 et les années 30 sont une grande période de découverte archéologique donc au Moyen-Orient et en Égypte. Donc là, nous avons les fouilles de Boullée en Mésopotamie, mais c'est l'époque où Howard Carter découvre en Égypte le tombeau de Toutankhamon. C'est l'époque où Pierre Montet découvre en Égypte le tombeau de Psousénès Ier, par exemple. Donc il y a des fouilles archéologiques très, très spectaculaires à cette époque. Ici, ce sont les tombes royales d'Ours qui sont donc datées des alentours de 2600 avant Jésus-Christ et qui évoquent cette Mésopotamie des cités, cette Mésopotamie des États indépendants. Alors, le mobilier que vous avez là, c'est la parure de la dame Pouabi, la dame Pouabi qui est enterrée dans une tombe de la nécropole royale d'Ours, la tombe que Léonard Boullée numérote PG 1237. Alors cette tombe est très, très étrange. Elle ne comporte pas la tombe du roi, hein, les restes du roi. C'est la dame Pouabi qui est enterrée là. Donc on se demande si la tombe est vraiment complète, si elle n'a pas été pillée, mais si elle n'a pas été endommagée d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est la dame Pouabi qui est là. Et sont enterrés avec elle, un nombre considérable de personnes, puisqu'il y a 6 hommes qui sont enterrés avec la dame Pouabi et 67 femmes. 67 femmes et 6 hommes enterrés avec la dame Pouabi. Alors évidemment, comment comprendre ça? La dame Pouabi est ornée, comme vous le voyez, d'une parure absolument extraordinaire. C'est une parure qui est composée d'un diadème en or avec ces décorations sous forme de fleurs. Vous avez aussi des décorations en lapis-lazuli, donc cette fameuse pierre semi-précieuse venue d'Afghanistan qui est très appréciée dans l'Antiquité. Là, vous avez du lapis-lazuli un peu partout. Donc, des bijoux impressionnants qui sont déposés dans la table de la tombe de la dame Pouabi, mais qui sont déposés aussi, moins impressionnants, mais quand même, sur les corps des 67 femmes qui accompagnent la dame Pouabi. Alors, quelle interprétation donner à cela? Il faudrait pouvoir connaître la cause de la mort, par exemple. On peut être à peu près certain que la cause de la mort de la dame est une cause naturelle. Pour les autres, c'est pas sûr. Donc, comment imaginer que 67 femmes et 6 hommes aient pu accompagner la dame Pouabi dans la tombe? Eh bien, imaginons, justement, nous ne savons pas. Dans la nécropole d'Ours, fouillée par Léonard Boullée, dans une autre tombe, là c'est la tombe PG 779, selon la dénomination de Boullée, figurait ce qui a été appelé depuis 1929 l'étendard d'Ours. L'étendard d'Ours, c'est une sorte de coffret sur lequel sont incrustées des décorations en os, en cornes, en coquillages, des décorations qui sont, si on veut, collées avec du bitume. Donc l'étendard d'Ours est un objet assez fragile, à vrai dire. Lorsque l'exposition sur la Mésopotamie a été organisée à Lens il y a quelques années, la dame Pouabi avait fait le voyage depuis Londres et se montrait dans toute sa splendeur à Lens. L'étendard d'Ours était resté à Londres. Donc cet étendard d'Ours, une sorte de coffret décoré avec 2 faces, les 2 longs côtés, 2 faces qui sont nommées face de la guerre et face de la paix. Sur la face de la guerre, vous avez ce qui semble être des soldats en train de défiler. Vous avez apparemment des prisonniers qui ont été capturés. Vous avez des chars qui sont en mouvement. C'est la face de la guerre. Et sur la face de la paix, vous avez les fameux banquets rituels. Vous avez la harpe. Vous voyez ici une harpe avec une tête de taureau. Le taureau, dans le mugissement, évoque l'orage. Vous avez aussi des scènes paisibles, donc de troupeaux qui se déplacent, de marchandises que l'on transporte à dos d'homme, et puis le roi qui est là en train de banqueter. Alors, quelle signification accorder à cet étendard d'Ours, la face de la paix et la face de la guerre? 2 façons de voir les choses. Premièrement, une conception, si on peut dire, réaliste. On évoque un événement qui s'est produit, une bataille,
de grande ampleur qui s'est produite, qui a été une victoire pour le souverain qui a fait réaliser cet étendard. Évidemment, il n'y a pas d'inscription, donc on ne sait pas qui c'est. Donc une bataille qui a été gagnée, ce qui a permis de renforcer la richesse du royaume et de vivre une paix dans l'abondance ensuite. Peut-être la comparaison des deux faces amène-t-elle à cette idée. Ou bien alors, deux faces, la paix et la guerre, qui évoquent deux faces du pouvoir royal, deux faces de la fonction royale, le chef de guerre qui apporte la victoire et le garant de la prospérité dans la paix, le garant de la prospérité sous l'œil évidemment des dieux. C'est une autre façon de voir les choses, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la première. Mais en tout cas, c'est une représentation très intéressante. Léonard Boullée avait imaginé que cet étendard d'Ours, qui est un coffret grand comme une valise en fait, pouvait être brandi au bout d'une sorte de bâton afin que la population puisse admirer les détails incrustés. Ça paraît, même à Léonard Boullée, ça ne paraissait pas très vraisemblable comme explication. En tout cas, un objet tout à fait intéressant, donc qui est un emblème de cette période sumérienne où les royaumes sumériens sont des royaumes de petite taille, ce sont des cités, ce sont des États indépendants. Et puis il vient un moment donc où se constitue un empire. C'est-à-dire qu'à un moment, vers 2300 avant Jésus-Christ, un peu avant, un personnage qui est né à Kish, ici, qui va fonder une capitale, Akkad. Ce personnage s'appelle Sargon. Sargon d'Akkad va donc, Sargon le Grand, va rassembler toutes ces cités sumériennes et puis va commencer à étendre son influence par la force, va l'étendre à toute la basse Mésopotamie, va l'étendre à toute la haute Mésopotamie, va l'étendre jusqu'à Mari, là où il y a Ebi-Il dont nous parlions tout à l'heure, et puis va l'étendre même encore plus loin vers l'ouest et vers le nord. Donc la ligne jaune, vous voyez, ici, esquisse l'étendue du territoire sous les ordres de Sargon d'Akkad à la fin du règne. Donc un empire qui se constitue, l'empire de Sargon, donc autour de 2300 avant Jésus-Christ. Le règne de Sargon, c'est exactement 2334-2279 avant Jésus-Christ. C'est un personnage, c'est un règne tout à fait considérable. Il y a une incertitude sur la chronologie, ça dépend du système de compute que l'on utilise en fait. En tout cas, autour de 2300. Et cet objet qui est là nous donne donc une autre vision de ce règne de Sargon, ce qu'on appelle la stèle de Sargon. C'est une stèle qui est taillée dans un matériau très dur, c'est une stèle qui est en très mauvais état, c'est une stèle qui est pourvue de 4 faces, ici on n'en voit qu'une, les autres sont vraiment en trop mauvais état pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'elle représentait. Mais enfin, on voit que ici, nous avons le roi, la robe de mèche de laine, le Konakès. En arrière, vous avez un personnage qui porte probablement un parasol pour protéger le roi, et puis des dignitaires derrière le roi, dont la file fait le tour de la stèle. Au registre supérieur, apparemment, des prisonniers entravés. Donc c'est une stèle de triomphe au fond, c'est une stèle qui chante, si l'on peut dire, la gloire de Sargon, mais c'est une stèle qui est en mauvais état parce qu'elle a été, on s'était forcé de la détruire, on s'était forcé de la casser, on s'était forcé de la brûler même, hein, ici il y a des traces de combustion, sans y parvenir vraiment. Et cette stèle de Sargon, qui a été réalisée donc vers 2300 avant Jésus-Christ, eh bien, on l'a retrouvée à Suse. Suse, là où on avait trouvé le Koudourou de Mélishipak II, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que cet envahisseur élamite qui avait emporté le Koudourou a emporté aussi la stèle de Sargon jusqu'en Élam, plus de 1000 ans après le règne de Sargon. Parce que cette stèle, même endommagée, même en mauvais état, était quand même un symbole de la puissance ancienne de la Mésopotamie, de la puissance ancienne donc de Sargon. En somme, cette stèle, malgré son mauvais état, est une image de pouvoir, une image de propagande, si l'on peut dire. C'est l'évocation donc de l'empire de Sargon. Les successeurs de Sargon vont se maintenir pendant environ 2 siècles, à la suite de quoi le pouvoir d'Akkad disparaît, l'empire se fragmente, l'empire se dissocie, et on en revient à une période où nous aurons des royaumes, des petits royaumes indépendants qui
coexisteront de façon plus ou moins pacifique, vu rapproché de la stèle de Sargon. Donc des petits royaumes indépendants qui vont coexister de façon plus ou moins pacifique. C'est ce qu'on appelle l'époque néo-sumérienne. La dame Pouabi, c'était l'époque sumérienne. Ici, c'est l'époque néo-sumérienne. Et donc, si l'on se place à cette époque-là, on peut évoquer un royaume. J'avais évoqué tout à l'heure le royaume d'Our avec la dame Pouabi. Ici, c'est le royaume de Lagash avec le prince Gudea. Alors, le roi Gudea, le prince Gudea, qui est le gendre du fondateur de la deuxième dynastie de Lagash et son successeur, ce prince Gudea est un personnage qui a été très soucieux de la constitution de son image et de la diffusion de son image. Nous avons de nombreuses statues représentant Gudea. Gudea debout ou Gudea assis. Gudea généralement pourvu d'une tête. Celle-ci, évidemment, est une statue décapitée, sans doute pas, enfin pas par hasard. Gudea qui comporte une inscription sur son vêtement, surtout lorsqu'il est assis, c'est moins fréquent lorsqu'il est debout. Et nous avons ici affaire à un Gudea, bien sûr, sans tête, mais un Gudea qui a sur les genoux une tablette sur laquelle il se prépare à écrire, là il est dans la position de l'oran, mais il se prépare à écrire quand même quelque chose. Et, il y a donc un plan qui va être esquissé sur la tablette. On appelle cette statue de Gudea l'architecte à la règle pour cette raison. Gudea, c'est donc un personnage qui met en avant, pour décrire la fonction royale, non pas la puissance, non pas la victoire, non pas la force militaire, mais qui met en avant le côté bâtisseur du roi, l'architecte à la règle, qui met en avant aussi le côté pieux du roi, le roi donc les mains jointes et le roi adorant la divinité. Cette statue est mise sous la protection donc de la divinité favorite de Gudea, qui est la dame Gatundu, que Gudea appelle la mère de Lagash. On ne sait pas grand-chose sur la dame Gatundu, en fait. Et donc, avec Sargon et avec Gudea, Sargon, le roi d'un très grand empire, et Gudea, le roi d'une petite cité, on a affaire à deux façons de concevoir le pouvoir royal. Alors, la période néo-sumérienne, donc, après l'empire de Sargon, c'est une période qui s'achève vers 2004 avant Jésus-Christ, parce qu'on voit apparaître, alors voilà, un autre Gudea. Ce Gudea, c'est celui qui figure dans la galerie du temps au Louvre-Lens. Il est là depuis le début, donc depuis 2012. Vous avez là un Gudea debout. Notez que Gudea a les mains jointes en signe donc, de piété envers les dieux, et qu'il a le bandeau sur la tête qui, depuis l'époque du roi prêtre, est un emblème caractéristique du pouvoir royal. Le roi prêtre était barbu, Gudea ne l'est pas, mais le bandeau est bien posé sur la tête. Alors, je disais, la période néo-sumérienne s'achève en 2004 avant Jésus-Christ lorsque monte la puissance des rois amorites. Et le cinquième de ces rois amorites est le célèbre Hammurabi de Babylone. Hammurabi qui règne donc vers 1750 avant Jésus-Christ. Et Hammurabi est célèbre pour plusieurs raisons. Il est célèbre surtout en France parce que il figure ici sur la stèle, en face du dieu Marduk, donc, et il est célèbre en France parce que cette pierre est conservée au musée du Louvre et elle porte une inscription très longue, très détaillée, dont on a lu tout à l'heure un passage, un article du code d'Hammurabi. Alors le code d'Hammurabi n'est pas exactement un code législatif, ce n'est pas un texte de loi, c'est plutôt un recueil de jurisprudence en fait. Un recueil de jurisprudence, c'est-à-dire si tel ou tel, si tel crime est commis, alors il faut faire telle et telle chose. Si tel forfait est commis, alors il faut le punir de telle et telle façon. C'est la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent. Et donc ce code d'Hammurabi est bien connu pour cette raison. Il est bien connu aussi parce que, il présente donc cette scène montrant le roi avec le bandeau dans les cheveux, le roi en attitude de prière devant le dieu Marduk. On reconnaît là la coiffe en corne de bovidé, et le roi a la main devant la bouche en signe de respect pour la divinité.
Je parlais du dieu Marduk, je me suis trompé, c'est le dieu Shamash, en fait, qui est représenté là. En tout cas, un des dieux majeurs du panthéon mésopotamien. Hammurabi est un personnage bien connu aussi parce qu'on a plusieurs effigies d'Hammurabi. En voilà une autre, celle que l'on appelle donc l'adorant de Larsa. Notez que l'attitude est la même, la main devant la bouche, et un chapeau qui n'est pas exactement le même bandeau que celui qu'on a vu sur la tête du personnage précédent ou la tête de Gudea tout à l'heure. Enfin, quelque chose qui peut-être évoque ce bandeau. C'est une statuette en alliage cuivreux doré. C'est une statuette sur laquelle il y a une inscription et qui représente donc un personnage agenouillé. L'inscription nous dit que la statuette a été offerte pour le roi Hammurabi. Mais elle ne dit pas exactement qu'elle a été offerte par le roi Hammurabi. Elle a été offerte à un dieu, le dieu Amurru, pour le roi Hammurabi. Et peut-être s'agit-il de l'effigie du roi Hammurabi. En tout cas, il y a une certaine parenté entre l'effigie que l'on a vue sur le code et cette effigie-là. Et aussi, vous voyez par exemple ici la main devant la bouche et puis le couvre-chef. Une parenté aussi avec cette troisième effigie d'Hammurabi. Là, il n'y a pas d'inscription, donc on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'Hammurabi, mais on reconnaît bien la coiffe royale. On reconnaît aussi, vous voyez ici, des rides sur le front. Il se trouve que le personnage que nous ai montré là, à cause de ces rides, est présenté comme un souverain expérimenté, sage peut-être, c'est la sagesse de la vieillesse, mais un souverain vieux, c'est-à-dire un souverain ayant régné longtemps. Hammurabi a régné 43 ans. Donc peut-être s'agit-il d'une effigie d'Hammurabi. En tout cas, sur le plan archéologique et chronologique, c'est tout à fait plausible. Et sur le plan de la physionomie, c'est assez plausible aussi. Alors, l'époque amorite, c'est donc l'époque du premier royaume de Babylone, avec des princes puissants comme Hammurabi. Le royaume de Babylone disparaît vers 1600 avant Jésus-Christ, donc 2 siècles après l'époque d'Hammurabi. La ville va être à plusieurs reprises donc, pillée et détruite, puis reconstruite au gré des dynasties successives. Et comme je disais tout à l'heure, elle va connaître un apogée tout à fait extraordinaire avec Nabuchodonosor II, juste au moment où les Perses vont entrer dans la ville. Donc, entre la fin du premier royaume de Babylone vers 1600 et la fin de l'histoire mésopotamienne en 539, eh bien, se succèdent 2 périodes où la Mésopotamie constitue un empire relativement cohérent. Il y a une première période qui est la période assyrienne. L'empire assyrien, donc, qui est l'empire qui se constitue à la fin du deuxième millénaire et au début du premier millénaire. Les souverains majeurs de cet empire assyrien, bon, je choisis ici le roi Assurbanipal, vous voyez, vers 650 en somme, avant Jésus-Christ. Puis il y a un prédécesseur qui est important, c'est le premier souverain important de l'empire assyrien, celui qui fonde la capitale ici de Dur-Sharrukin. Dur-Sharrukin, c'est la ville actuelle de Khorsabad, et le fondateur de Dur-Sharrukin est le roi Sargon. Alors, il ne faut pas confondre ce Sargon-là, qu'on va appeler Sargon II, roi assyrien, avec le Sargon d'Akkad, roi mésopotamien, vivant au troisième millénaire. Donc, il y a une très longue période qui sépare les deux royaumes, les deux rois, et ils ne règnent pas exactement sur les mêmes espaces. Sargon le Grand était basé, si je puis dire, en Mésopotamie, en basse Mésopotamie, et son influence est étendue sur l'ensemble de la Mésopotamie. Sargon II, lui, s'installe à Dur-Sharrukin, en haute Mésopotamie, en Assyrie, et son influence va s'étendre, comme vous voyez, sur l'ensemble de la Mésopotamie, mais aussi sur le littoral de la Méditerranée, et même jusqu'en Égypte. Alors, ce Sargon II, qui règne donc sur l'Assyrie de 721 à 705, fonde la ville de Dur-Sharrukin. Dur-Sharrukin, cela signifie la forteresse de Sargon en Assyrie, en assyrien. Et voilà quelques vestiges de Dur-Sharrukin qui ont été exhumés par l'archéologue français Botta, donc dans les années 1840.
donc cette ville de Dur-Sharrukin, la forteresse de Sargon, a la particularité d'être créée par Sargon II et abandonnée par ses successeurs qui vont s'installer en fait à quelques kilomètres à Ninive. Ninive est la capitale de l'Empire assyrien, sauf pour le premier souverain, Sargon II, qui lui est installé à Dur-Sharrukin. Donc, que voit-on dans ces vestiges de Dur-Sharrukin? Eh bien, on voit ici les décorations, les orthostates, comme on dit, des pierres debout, des décorations qui ornent les portes du palais avec, à l'entrée, donc ces taureaux ailés, on appelle ça des lamassous. Le lamassou a la particularité d'être un taureau ailé, ce qui est quand même plutôt rare chez les taureaux, un taureau androcéphale, donc à tête humaine, et portant une coiffe à 2 rangs de cornes de bovidés. Les dieux majeurs, 4 rangs, les dieux mineurs, pour tous mes 4 taureaux, 2 rangs de cornes de bovidés. Et les lamassous que l'on dispose à l'entrée du palais de Sargon II sont à la fois destinés, je rappelle que le taureau est symbole à la fois de fécondité et de force, de puissance. Ces taureaux sont destinés à rassurer les sujets de Sargon II. Les taureaux sont forts et puissants, donc protecteurs, mais ils sont destinés aussi, ces taureaux, à impressionner les visiteurs étrangers. Les taureaux sont forts et puissants, donc dangereux pour d'éventuels envahisseurs. Les successeurs de Sargon II abandonnent la ville de Dur-Sharrukin, ce qui a fait la joie de Pierre-Émile Botta lorsqu'il a fouillé le site, bien sûr, au XIXe siècle, et il s'installe, ses successeurs, à Ninive. Et l'exposition du Louvre-Lens avait montré, en 2016, donc avait évoqué le palais d'Assurbanipal à Ninive de cette façon, c'est-à-dire en montrant dans une série de petites vitrines des fragments d'orthostates, des fragments cassés d'orthostates pour rappeler que le palais d'Assurbanipal a été bombardé en 2003, involontairement probablement, enfin a quand même été bombardé en 2003. Donc, pour rappeler que la civilisation mésopotamienne, une civilisation ancienne, est menacée, dont les vestiges sont menacés. Donc ces fragments d'orthostates nous montrent, vous voyez ici la prise d'une ville, nous montre des soldats défilant, enfin, évoque une série de scènes qui sont fragmentaires pour nous, mais qu'on peut assez facilement reconstituer. Donc voilà l'évocation avec Ninive et avec Dur-Sharrukin de l'empire assyrien, l'empire de Sargon II et d'Assurbanipal, donc autour de 700 avant Jésus-Christ. Et puis l'empire assyrien s'effondre après la mort d'Assurbanipal, et on va voir apparaître un successeur presque sans solution de continuité, un successeur centré sur la basse Mésopotamie, ce sera l'empire néo-babylonien. Donc Ninive et Dur-Sharrukin ici, et Babylone là. L'empire néo-babylonien, avec des souverains comme Nabopolassar ou Nabuchodonosor II en particulier, qui reprennent le flambeau de l'empire assyrien et qui gardent le contrôle d'à peu près la totalité de la zone couverte par l'empire assyrien, c'est-à-dire l'ensemble de la Mésopotamie, la Syro-Mésopotamie, le littoral en partie, le littoral de la Méditerranée et même une partie de l'Égypte. Alors cet empire néo-babylonien, c'est le dernier en date, puisqu'il va entrer en conflit avec le royaume perse, et que Cyrus, le grand roi perse, va entrer à Babylone en 539 avant Jésus-Christ. C'est donc le dernier fleuron de l'histoire mésopotamienne. Mais il a une autre particularité, cet empire néo-babylonien, c'est qu'il entre en contact, si l'on peut dire, avec les populations vivant en Palestine, vivant à Jérusalem particulièrement. C'est Nabuchodonosor II qui va emmener jusque dans sa capitale, qui va emmener, contraint et forcé, une partie des Hébreux, donc depuis Jérusalem jusqu'à Babylone. Les élites du royaume vont être emmenées, exilées si l'on veut, au bord de l'Euphrate, donc à Babylone.
Alors cet exil de Babylone, dans la Bible, évidemment, c'est un élément majeur. Et donc les souverains qui sont à l'origine de cet exil de Babylone, Nabuchodonosor, sont, si l'on peut dire, voués aux gémonies par les auteurs de la Bible, en particulier par le prophète Jérémie. Jérémie qui mentionne l'exil à Babylone, qui mentionne la déportation à Babylone de l'Égypte juive de Jérusalem et du royaume de Juda, donc à l'époque de Nabuchodonosor II. L'effondrement de l'empire néo-babylonien, 539, l'entrée de Cyrus à Babylone, Cyrus le roi perse à Babylone en 539, c'est en même temps, là, après un petit délai, c'est en même temps la libération des Hébreux captifs, ou tout au moins exilés à Babylone, qui vont donc pouvoir rentrer. Cyrus les autorise à rentrer en 538, donc presque tout de suite, si bien que l'on arrive avec la situation suivante, la masse de la population restée à Jérusalem et dans les environs, et les élites qui avaient été déportées un siècle ou deux auparavant, qui reviennent. Donc il va falloir expliquer ça. Il va falloir trouver un récit explicatif de cet exil à Babylone, ce retour d'exil, et cette nécessité d'expliquer, de donner un récit cohérent pour expliquer ces tribulations historiques, c'est tout ce qui fait l'intérêt des études bibliques, évidemment, si on considère les livres historiques de la Bible. Alors donc, Cyrus le Grand, Cyrus roi de Perse, entrant à Babylone le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, on peut considérer que c'est la fin de l'histoire mésopotamienne. Voyons la suite. La suite, c'est l'Empire achéménide. Nous parlons, nous, de roi perse. En fait, le pays, c'est l'Iran. Les Grecs vont parler de Mède pour désigner la même chose, les guerres médiques, hein, donc du début du 5e siècle, du début 5e siècle, oui, avant Jésus-Christ. Et Achéménide, c'est le nom de la dynastie. Donc l'empire de la dynastie achéménide s'étend jusqu'en Afghanistan, s'étend jusqu'en Inde, s'étend sur toute l'Égypte, une partie de l'Afrique du Nord, s'étend sur l'Asie mineure et même une partie de la péninsule balkanique avec les batailles des Thermopyles, 490, les batailles de Salamine, 480, de Platée, 479, donc qui sont les batailles des premières et deuxièmes guerres médiques. Après quoi vient l'époque d'Alexandre le Grand qui renverse l'empire achéménide et qui marque, là encore, un terme de l'histoire mésopotamienne. Le buste d'Alexandre peut être en quelque sorte choisi comme symbole de la fin de cette longue histoire mésopotamienne. Alors ceci nous amène à une conclusion. Une conclusion qui peut nous amener à dire que l'histoire de la Mésopotamie ancienne s'est largement perdue au fil du temps. N'a surnagé que la mémoire des deux dernières puissances mésopotamiennes, le royaume néo-babylonien et le royaume assyrien, parce que ces empires sont mentionnés explicitement ou indirectement dans la Bible. Le reste s'est largement perdu. Aussi, lorsque le célèbre botaniste André Michaud voyage en Perse, il herborise au Moyen-Orient, il herborise donc dans la région de Bagdad. Michaud achète à Bagdad ce caillou gravé, cette pierre gravée, qu'il rapporte à Paris en 1786. Nous savons que cette pierre est un koudourou qui date de l'époque du deuxième royaume d'Issine, qui date du règne de Marduk-Nadin-Hahé, donc vers 1100 avant Jésus-Christ, comme on le sait, nous savons, c'est écrit dessus tout simplement. Et c'est un koudourou, donc rappelons parce que le koudourou est la garantie demandée aux dieux pour un contrat qui a été rédigé sur des tablettes écrites en caractère cunéiforme. Ici, c'est un contrat par lequel un père donne à sa fille un domaine. Tout à l'heure, c'était le roi Melchipaq II qui donnait à son fils un domaine également. Donc, nous savons, nous, très bien ce qu'est un koudourou, et nous comprenons bien la signification à la fois du décor. Le décor, ce sont les emblèmes des dieux. Et la signification du texte, c'est un texte écrit en écriture cunéiforme et en langue acadienne. Pour nous, ça ne pose pas de problème, pour les spécialistes de l'archéologie mésopotamienne, ce qu'on appelle les assyriologues.
Mais en 1786, lorsque Michaux rapporte cette pierre qu'on appelle depuis le caillou Michaux, à Paris en 1786, personne ne sait ce que c'est, personne ne comprend ce que c'est. On voit bien qu'il y a un décor sculpté, bien sûr. On voit bien qu'il y a un texte qui a visiblement un sens, mais personne ne comprend ce dont il s'agit. Et il va falloir attendre longtemps pour comprendre ce dont il s'agit. Il va falloir attendre le déchiffrement des signes cunéiformes. L'histoire du déchiffrement de l'écriture cunéiforme est encore plus extraordinaire que l'histoire du déchiffrement des signes hiéroglyphiques déchiffrés donc par Champollion. Parce que lorsque l'on déchiffre les signes cunéiformes, on tombe, si je puis dire, sur la langue acadienne, ce qui n'est déjà pas simple. Ensuite, il faut se rendre compte que derrière la langue acadienne, il y a, avec les signes idéographiques, il y a une autre langue beaucoup plus ancienne, la langue sumérienne, dont on avait au XIXe siècle dont on ne savait absolument pas ce qu'elle pouvait être. Donc, la connaissance a dû émerger, a dû progresser difficilement au XIXe siècle. Il a été nécessaire de redécouvrir la Mésopotamie, il a été nécessaire donc de mener des études, des fouilles archéologiques. Il y a quelques grands noms d'archéologues. J'ai évoqué Paul-Émile Botta, celui qui fouille à Dur-Sharoukin, donc à Khorsabad. On peut évoquer André Parot, François Thureau d'Angers. Enfin bref, il y a quelques grands archéologues mésopotamiens qui sont des archéologues français, mais il y en a d'autres évidemment pour les pays voisins. Redécouvrir donc la Mésopotamie. Pour autant, la Mésopotamie n'avait jamais été complètement oubliée. Il en restait quelques traces, quelques vestiges fragmentaires, épisodiques. Par exemple, dans la Bible, il y a des évocations des derniers souverains néo-babyloniens et assyriens. Mais dans la Bible, il y a aussi le récit du déluge, par exemple. Il y a aussi des scènes qui ont été, des images qui ont été perpétuées petit à petit, comme par exemple la tour de Babel. La tour de Babel, c'est la ziggourate de Babylone, c'est la tour de Babel telle qu'évoquée dans la Bible, et puis c'est cette image, donc c'est un tableau de Bruegel l'Ancien, la grande tour de Babel donc de Vienne, il y a une petite tour de Babel à Rotterdam. Alors dans la Bible, on nous explique que la tour de Babel, c'est la tour que les hommes présomptueux construisent afin de provoquer Dieu, en quelque sorte, et Dieu leur envoie la diversité des langues de façon à ce qu'ils ne puissent pas coordonner leurs efforts, ils ne puissent pas construire cette tour destinée à menacer, en quelque sorte, Dieu. Et c'est ce que nous montre ici Bruegel. C'est un bâtiment qu'on n'arrive pas à construire. Mais visiblement, pour Bruegel, le problème n'est pas tellement un problème linguistique. C'est plus un problème structurel, c'est-à-dire que l'on n'a pas complètement terminé de construire les fondations alors qu'on est déjà en train de construire le sommet de la tour. Rien n'est vraiment vertical ou ni horizontal dans cette tour. Le bâtiment est bien sûr promis à la destruction, mais en réalité, il est déjà en train de s'effondrer, en fait. Donc, c'est une assez bonne métaphore, à vrai dire, de ce que peut être la tour de Babel. Alors, on voit aussi, en dehors de la tour de Babel, d'autres images qui ont surnagé au fil du temps. C'est par exemple ici Sardanapale, tel que se l'imagine Eugène Delacroix en 1827. Sardanapale, donc c'est Assurbanipal en fait, hein. Et donc le roi assyrien. Qu'est-ce qu'il y a d'assyrien dans cette image peinte par Delacroix? Alors, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de la peinture romantique du XIXe siècle. Oui, c'est un tour de force, en quelque sorte, à la fois pour le peintre et pour le coloriste. Mais ce qu'il y a d'assyrien, on se demande vraiment. Alors peut-être un petit peu la barbe de Sardanapale, qui évoque un peu la barbe des souverains mésopotamiens, peut-être le couvre-chef, mais ce n'est pas vraiment le bandeau royal hein, que nous avons vu. Donc pas grand-chose, pas grand-chose de commun avec le véritable Assurbanipal dans cette représentation de Sardanapale. Et puis on se trompe un petit peu ici sur les zones de civilisation. Ça, c'est un personnage qui est vaguement égyptien. Une autre évocation qu'on peut faire, c'est le fameux opéra de Verdi, donc, qui est
créé à la Scala de Milan en 1842. Nabucco, c'est Nabucodonosor, hein, donc roi néo-babylonien. Alors l'opéra est un triomphe, c'est l'une des grandes œuvres de Verdi, mais enfin la dimension historique n'est pas au cœur de l'œuvre de Verdi. Verdi n'a jamais prétendu être un historien, il faut dire, mais cette dimension historique n'est pas centrale dans l'œuvre de Verdi. Alors avec le XXe siècle, on va voir apparaître donc ce corps de connaissances scientifiques que j'évoquais tout à l'heure, où là, par exemple, les inscriptions du Sumer et d'Akkad publiées par Turodongen, donc Turodongen est l'un des grands archéologues assyriologues. Et puis au XXe siècle, il y aura encore quelques images qui vont surnager, comme par exemple dans le film de Fritz Lang, les décors créés par Boris Belinsky, ces décors on a demandé à Boris Belinsky hein, si c'était une sorte de réminiscence de la tour de Babel, et il a répondu oui, mais en même temps c'est aussi une évocation des gratte-ciels. Donc la tour de Babel antique, les gratte-ciels tout à fait contemporains, même une sorte de métaphore de la modernité. Peut-être faut-il se demander si les gratte-ciels ne sont pas une sorte de transposition dans le monde moderne de cette image antique de la tour de Babel. Dans le monde contemporain, il reste aussi quelque chose de la Mésopotamie, c'est par exemple Gilgamesh, hein, l'épopée de Gilgamesh qui est traduite, qui est disponible dans toutes les langues qu'on veut, et qui est périodiquement mise en scène sous différents angles. Vous voyez ici une mise en scène de 2017-2018. Donc, une Mésopotamie qui a été en grande partie perdue, qui n'a jamais été totalement oubliée, et que les efforts des archéologues, des assyriologues, ont permis petit à petit de ressusciter. Mais une Mésopotamie menacée, en danger aujourd'hui, à cause des conflits du monde moderne. Voilà par exemple l'état du musée de Bagdad en 2003, après les combats, mais surtout, le musée de Bagdad n'a pas été bombardé, il a été pillé, hein, il a été saccagé si on veut, mais il a été pillé, c'est-à-dire que les pillards se sont emparés d'objets qu'ils espéraient bien pouvoir revendre. Il y a un marché des objets d'art, il y a un marché des antiquités mésopotamiennes comme d'autres univers éventuellement, et donc s'il y a des pillards qui vendent, ça veut dire qu'il y a des amateurs qui achètent, hein, chercher où est l'erreur en quelque sorte, mais il y a une certaine, comment pourrait-on dire, une certaine rationalité dans ça. Rappelons-nous ce raid de cet envahisseur élamite qui a remporté en Élam, à Suse, le Koudourou de Mélishipak II et la stèle de Sargon le Grand. Après tout, c'était là aussi des objets symboliques qu'on s'est forcé d'emporter. Mais en dehors de cela, on a vu aussi en 2013, 14, 15 des destructions volontaires d'objets antiques. Et ce que vous voyez là, c'est pas simplement une photographie, c'est une capture d'écran d'une vidéo qui a été mise en ligne par Daesh et qui montre non pas simplement le sac du musée de Mossoul, mais qui montre la destruction volontaire de statues. On reconnaît là hein, les couvre-chef à cornes de bovidés, des statues donc très très anciennes. On peut se demander pourquoi détruire des statues très anciennes. Alors si on est charitable, eh bien on suivra le dessinateur suisse Patrick Chapat, qui nous dit au fond, ceux qui ont fait ça, ce sont des ignorants. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et donc peut-être qu'il faut leur pardonner. Enfin, je ne sais pas si Patrick Chapat va jusqu'à pardonner, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Ce sont des ignorants, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. On peut dire, au contraire, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils se sont très bien rendus compte de ce qu'ils faisaient. Ils ont voulu effacer, ils ont voulu détruire, ils ont voulu saccager des témoins d'une période où la Mésopotamie, l'Irak et la Syrie d'aujourd'hui, une période où tout cet espace, marqué par la diversité linguistique, la diversité ethnique, une période où tout cet espace était unifié, était rendu cohérent par des facteurs culturels. Par des facteurs culturels comme par exemple l'écriture, comme par exemple une certaine forme d'histoire aussi. Donc effacer dans la période pré-islamique, effacer tout ce qui peut être un exemple d'équilibre, un exemple de, de cohérence et un exemple, disons, de civilisation. Et donc, bien loin d'être ignorants, ils sont au contraire très
savants, d'une certaine façon, et très responsables de ce qu'ils font.